Alors bonjour, bienvenue. On va commencer maintenant. C'est moi qui commence à faire le petit mot d'introduction. Alors merci d'être aussi nombreux. Allez-y en applaudissements. Oui. Donc je suis Gwenola Maguelen, la directrice générale adjointe du Printemps numérique, et nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui notre partenaire, donc le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information. Vous voyez, je connais le titre de notre partenaire comme sur le bout des doigts, c'est merveilleux, pour cette discussion qui sera sur le thème de l'impact de l'éducation aux médias et à l'information sur la participation citoyenne des jeunes. Donc comme vous le savez peut-être, la mission du Printemps numérique vise à connecter les individus, les organisations, les idées pour faire progresser l'intelligence numérique, briser les barrières et notamment encourager la participation des jeunes. Donc je suis désolée au niveau du technicien son, je vais essayer d'être un peu plus proche, de ne pas bouger le micro. Donc pourquoi ? Pour qu'ils aient un esprit critique et qu'ils deviennent acteurs du changement. Donc on est très heureux que la table ronde ait lieu ici ce soir, et parce qu'elle alimente aussi nos réflexions que nous avons actuellement. D'ailleurs, à ce titre, nous avons mis en place un balado qui s'appelle Empreinte numérique, que vous pourrez découvrir à l'issue de cette table ronde. On vous présente quelques extraits. 3 experts interviennent avec 8 jeunes sur des questions d'intelligence artificielle, de sobriété numérique ou d'algorithmes. Donc je vous inviterai à aller le voir tout à l'heure après les discussions. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à notre animateur de la soirée, monsieur André Lavoie, journaliste indépendant, collaborateur au journal Le Devoir, au magazine Québec Science et secrétaire du conseil d'administration du Centre québécois d'études aux médias et à l'information. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'être venus. Je suis très content de vous voir ce soir. Je suis très content d'avoir le privilège d'animer ce panel avec des invités de choix. Je dis pas ça parce que je les ai trouvés, que je les ai choisis, mais je crois que vous allez passer une très bonne soirée en leur compagnie. Avant qu'on commence la discussion qui sera évidemment nourrie par les propos songés de nos panélistes, mais aussi par vous tous et vous toutes dans l'auditoire, parce que je vais vous inviter bien sûr à leur poser des questions. D'abord, j'ai des petits remerciements à faire moi aussi. En ce qui concerne l'organisation et le déroulement de ce panel, de cette soirée. Alors, d'abord, j'aimerais remercier la Fédération professionnelle des journalistes du Québec pour leur soutien financier à l'organisation de l'événement, du panel. J'aimerais aussi, bien sûr, remercier Printemps numérique, un partenaire incontournable, et on leur remercie pour leur accueil dans cet endroit absolument magnifique. C'est pas la première fois qu'on vient et on se sent de plus en plus à l'aise chaque fois qu'on y vient, malheureusement pour Printemps numérique. Donc, peut-être qu'on va recogner à votre porte pour venir. Soyez pas surpris. On voudrait aussi remercier la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, aussi pour leur soutien financier à l'organisation de l'événement. Et sur une note un peu plus personnelle, moi, j'ai 2 remerciements à faire et je vais les faire tout de suite parce que je suis convaincu qu'à la fin du panel, je vais l'oublier. D'abord, je veux remercier tous mes collègues du CQMI avec qui c'est un bonheur de travailler, et ils ont tous mis à la main la pâte pour la présentation et l'organisation de cet événement ce soir. Et je remercie aussi mes collègues de l'agence Sens Presse qui ont aussi prêté main forte pour la tenue de ce panel. Alors, je vais aller rejoindre mes invités. Je vais passer par en arrière pour être plus poli, pas les cacher. Maintenant, je vous le dis tout de suite, là, je vais rendre hommage à quelques reprises à Patrice Roy parce que je vais devoir prendre mes lunettes pour lire à l'occasion. Donc, soyez pas surpris, c'est pas une imitation, c'est vraiment parce que je vois rien. Donc, on l'aime Patrice quand même, là, mais bon, voilà, je voulais quand même vous prévenir. Donc, alors, je veux maintenant vous présenter les 4 panélistes qui vont nourrir la discussion, vous poser provoquer des débats, je l'espère en tout cas, et aussi nous partager leurs expériences en lien avec le panel de ce soir sur l'impact de l'éducation aux médias sur la mobilisation citoyenne des jeunes. Alors, je vais commencer tout de suite à côté de moi.
Emmanuelle Birotteau. Emmanuelle est agente de projet senior à l'Institut du Nouveau Monde. Elle y travaille depuis 2018. Emmanuelle est détentrice d'un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire de l'UQAM. Elle a enseigné pendant plusieurs années dans différentes écoles primaires de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, qu'on doit sans doute dire aujourd'hui centre de service scolaire à Montréal. Alors, bienvenue Emmanuelle. Tout de suite à côté de moi, Mélanie Gauthier. Mélanie est présentement enseignante à l'école secondaire Jacques Rousseau. Elle donne le cours Monde contemporain, éducation financière et histoire du 20e siècle. Elle compte 18 années de carrière en enseignement et a participé à l'écriture du livre Enseigner au Québec de Normand Baillargeon, paru chez VLB Éditeur en 2016. Bonjour Mélanie. À l'extrémité, mais ça n'a rien à voir avec le positionnement idéologique, Éric Riendeau, on va en apprendre ce soir, Éric Riendeau-Fontaine. Éric Riendeau enseigne la philosophie depuis près de 25 ans dans différents établissements d'enseignement scolaire, collégial principalement. Il s'est impliqué dans différents concours et organismes, entre autres le concours Philosophie et l'organisation Jury Pop. Il a participé aussi avec ses étudiants à des débats oratoires. Merci, Éric, d'être parmi nous. Et la dernière, et non la moindre, que j'ai d'ailleurs eu le bonheur de rencontrer dans un événement à caractère numérique. Hein. On a une amie commune, mais on s'est rencontrés. Tu avais gagné un prix, Nelly, enfin pas toi, mais toi et ton équipe. Alors, Nelly Brière, qui est conseillère communication pôle numérique à la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec. Nelly est également chroniqueuse techno, animatrice, dont pour l'émission En ligne à Télé-Québec. Et les 2 saisons, d'ailleurs, de l'émission En ligne sont toujours en ligne sur le site de Télé-Québec. Donc, si vous voulez visionner, le CQMI a d'ailleurs eu la chance, a été invité à participer à une des émissions en ligne. Nelly donne beaucoup d'ateliers, de conférences et a récemment aussi été consultante pour la portion numérique des manuels scolaires du nouveau programme dont vous avez sûrement entendu parler parce qu'on est très en avance, paraît-il, le fameux programme Culture et citoyenneté québécoise. Alors, merci Nelly d'être parmi nous. Alors maintenant, pour lancer le bal, j'aurais une première question à poser à vous quatre. Je vous le dis tout de suite, là, je leur ai déjà posé la question pour qu'ils se préparent, donc soyez pas surpris s'ils sont extrêmement éloquents. Mais je pense que c'est une question qui méritait quand même une certaine préparation psychologique. Alors, je vous demanderai à chacun, puis vous leverez la main, hein, comme on fait en classe. Êtes-vous étonné par la façon dont les jeunes s'informent, du moins ceux et celles que vous côtoyez aujourd'hui? Alors, qui veut briser la glace? Qui de vous quatre veut me parler de leur étonnement sur la façon dont les jeunes s'informent aujourd'hui? Je sens qu'Éric veut se lancer. Je vais y aller. Prof de philo, étonnement, je suis obligé de me jeter à l'eau. Et j'ai rien de l'eau dans ma fontaine. Non, je vais passer à un autre appel. D'ailleurs, sachant qu'on avait un prof de philo, je leur ai dit que quand j'avais peut-être la main un peu comme ça veut dire de ralentir dans le débit ou d'aller dans la synthèse. Est-ce que les profs de philo en sont c'est capables? Terrible. Je suis outré. Mais au moins, je suis pas le seul prof de philo dans la salle, donc je vais avoir de l'aide. Mais pour savoir comment je réagis par rapport à cet étonnement face à la manière dont nos jeunes au collégial, j'entends, consomment l'information, j'ai envie de dire, et pour être un peu provoquant, là, pour briser la glace, mais je trouve que je suis scandalisé. Je n'en reviens pas à quel point ils ont 0 point barre intérêt. Et ça, c'est même parmi les meilleurs étudiants, même parmi les étudiants les plus allumés, qui ont des résultats exceptionnels dans les 95 et tout ou des cotères vraiment remarquables. Pour eux, l'intérêt, c'est les réseaux sociaux essentiellement. Okay. Et ça tient lieu d'information. Et ce que j'ai fait depuis les 2 dernières années pour essayer de contrer ça, très humblement, c'est que je donne 5 points de participation par session et les étudiants ont à aller chercher un article du Devoir. Puis là, c'est pas de la pub parce que vous travaillez là, mais c'est le seul journal qui offre des abonnements gratuits pour les étudiants, même si la plupart des cégeps ont l'abonnement ou offrent l'abonnement Eureka. Et à ce moment-là, les étudiants peuvent s'abonner pour 15 semaines au Devoir ou pas. Et l'idée, c'est qu'ils résument un article du Devoir de leur choix,
langage, là, ils sont totalement libres, et en 2 lignes, et il doit faire une phrase de plus pour faire un lien avec le cours. Et là, ça peut être le premier cours de philo, le 2e cours, le 3e cours, ça dépend qu'est-ce que j'enseigne cette session-là. Et les étudiants apprécient beaucoup, là, ça prend du temps un petit peu avant d'instaurer ça, mais on y arrive, puis on prend 3-4 étudiants par cours, donc ça prend 5 minutes, puis on y va. Et là, ce qui est quand même fascinant, c'est qu'ils découvrent des choses, puis là, c'est vrai qu'il y a ça dans le journal, puis mais mon Dieu, c'est quoi un éditorial? Puis là, pourquoi est-ce qu'il y a des faits dans là? Puis pourquoi est-ce que ça, c'est une opinion? Puis pourquoi est-ce que mes parents lisent pas ça? Puis, et là, il arrive quelque chose, mais il faut semer, il faut vraiment bâtir ça, parce que sans quoi, ils consomment ça, mais aucunement. OK. C'est drôle parce que lors d'un congrès de la FPJQ, j'avais développé le concept de négation informationnelle. J'avais pas fait beaucoup de succès avec ce concept-là, mais ça partait aussi d'expériences personnelles dans des classes où moi aussi j'avais l'impression que... Mais... En fait, là, je ne veux pas avoir l'air d'être dirigiste, là, mais je me tournerais peut-être vers Nelly. Je ne suis pas certain que tu partages le même pessimisme que Éric et que moi, je dois le dire, je dois avouer. En fait, la différence, c'est que je ne suis pas étonnée. En fait, je suis pas, oh mon Dieu, non, ça me fait pas tomber des nues parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de gap culturel dans la façon de consommer des contenus générationnels. Puis c'est comme si on avait perdu le dialogue, perdu le fil du dialogue, de comprendre c'est quoi leur langage médiatique, c'est quoi qui les interpelle, puis que là, on est resté dans une autre époque de langage médiatique, si on veut, qui fait en sorte que là, on a l'impression qu'il y a un désintérêt pour l'information. Mais est-ce que l'information s'est transformée à travers ces nouveaux langages médiatiques-là? Moi, c'est plutôt ça que j'ai l'impression qu'il s'est peut-être pas passé. Parce qu'en discutant avec eux, après ça, je me rends compte que non, tu sais, il y a quelques influenceurs qui ont une très mauvaise réputation, je sais, comme concept, là, surtout si vous écoutez Scandale et influence. Scandale, oui, c'est ça. Faudrait que j'anime un débat là-dessus. Oui. J'aime tellement ça, mais bon, malheureusement, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais pour moi, il y a plein d'autres, tu sais, des influenceurs, il y en a plein de différentes sortes. Puis les jeunes, des fois, en écoute qu'on connaît pas, que les adultes connaissent pas, parce que je peux pas me mettre dans le lot, j'essaie de les connaître. J'ai beaucoup de temps, j'ai pas d'enfants. Donc, bref, tout ça pour dire que on les connaît pas, ces influenceurs-là. Et il y en a qui ont un langage d'information qui sont plus, tu sais, qui utilisent des bonnes sources, qui utilisent des bons moyens. Puis je vois apparaître des nouvelles formes de façon de s'informer qui sont pas institutionnels. D'ailleurs, c'est dommage parce que je pense que les organisations de médias d'information auraient avantage à peut-être se transformer un peu mieux de cette manière-là. Mais tu sais, je vais nommer un influenceur, par exemple, qui s'appelle Farnell Morissette, que peut-être quelques-uns connaissent dans la salle, qui fait des lives, puis c'est un avocat, le gars, OK? Puis il explique des projets de loi, il explique qu'est-ce qui se passe politiquement. Il fait sa sauce à spaghetti en répondant aux questions régulièrement sur TikTok. Puis le Ricardo des intellos, en somme, là. Mettons, oui, vraiment. Mais non, il en parle même pas de sa sauce. C'est juste l'alibi. J'ai du temps pour vous jaser. Fait que là, je pars un live. Puis il y a vraiment le bon langage médiatique de TikTok qui fonctionne mieux que toutes les tentatives que je vois par les grandes organisations qui tentent d'aller sur TikTok, mais qui adhèrent pas au langage, tu sais, qui est plus désinvolte, qui est pas léché, qui est genre, on se parle pour de vrai. C'est comme si on n'est pas game, les organisations médiatiques, d'aller là, parce que ça implique peut-être une part de subjectif, une part de personnel. Alors, bref, tout ça pour dire que je ne suis pas étonnée, parce que ce gap-là, je le vois, et je pense qu'il va falloir, oui, faire de l'éducation aux médias pour mobiliser, mais aussi peut-être espérer qu'il y ait du financement pour aider une certaine forme de transformation dans la façon de faire du média au Québec. Et à t'écouter, Nelly, quand je t'écoutais, je me disais de s'éduquer aussi peut-être nous autres un peu par rapport aux nouvelles façons d'informer et peut-être arriver devant ces jeunes-là et comprendre davantage ce que eux consomment plutôt que nous, pour qu'on puisse établir un dialogue. Parce que si nous, dans le fond, on ne comprend pas ou on ne s'intéresse pas à ce qu'eux consomment, ça va devenir un dialogue de sourds, finalement. Mais ça reste difficile à faire parce qu'on parle d'une consommation de contenu très, très intime dans le téléphone, puis souvent, c'est dans la chambre à coucher ou avec les amis. Donc, il y a une imperméabilité, disons, entre les affaires, puis le jeune n'a pas envie de faire de la co-écoute à 14 ans de TikTok avec son parent, des vraies affaires qui l'intéressent. Je vous dis tout de suite, essayez pas ça marchera pas. Fait que, tu sais, même moi, j'essaie avec les enfants de mes amis, puis j'ai plus de possibilités parce que je suis pas le parent. Ouais. Mais c'est très, très difficile d'avoir accès à ça. Alors,
Je sais pas trop, je les ai pas les solutions nécessairement, mais je dirais que oui, un dialogue puis un intérêt, mais ça prend plus que ça. Il faut presque les impliquer eux-mêmes dans la confection de ces contenus-là, d'une certaine manière, parce que c'est très difficile d'avoir accès à cette affaire-là. Emmanuel, Mélanie, je ne sais pas lequel des deux veut rebondir sur ce qui a déjà été dit. Alors, Emmanuel, vas-y. Bien sûr, je peux y aller. Mais moi non plus, je ne suis pas vraiment étonnée, en fait, par ça. Je vais parler plus de mon expérience au niveau du primaire et du secondaire parce que je fais aussi des ateliers dans les classes secondaires. Puis, en fait, je pense qu'on est très exigeant avec eux de s'informer avec des journaux, des médias d'information fiables que nous, on trouve intéressants, puis des sujets qu'on trouve intéressants aussi, qui, à notre âge, d'entre nous, lisaient des journaux. Quand on avait, pardon, pas notre âge, mais à leur âge, au secondaire ou au primaire aussi. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas tant étonnée non plus. Après, c'est sûr que je pense qu'ils sont intéressés. Ils sont très, très intéressés dès le primaire. Ils ont énormément de questions sur des sujets qui sont très complexes. Et ça continue au secondaire aussi. C'est juste que peut-être le fossé dont tu parlais, ils se creusent, ils s'en rendent compte, puis ils commencent à être intéressés par leurs choses, pas seulement parce qu'on leur amène en tant qu'adultes aussi, donc ils développent leur univers, et c'est là qu'il faut créer des ponts, soit en allant chercher des choses qui les intéressent, puis les amener vers des sujets que nous, on souhaiterait leur transmettre aussi, ou alors, mais comme tu disais, en les impliquant, tout à fait, ils sont vraiment responsables, autonomes aussi dans ces apprentissages-là, puis en parlant avec des jeunes, ils donnent des idées qui sont assez incroyables. Là, je pensais à un jeune que j'avais rencontré dans une école secondaire, puis on parlait des informations et tout ça. Je me disais, mais moi, quand je regarde TikTok, je fais juste penser que c'est faux. Puis il me disait, c'était son mécanisme à lui. Ça peut nous paraître étrange, on n'y aurait pas pensé, mais c'était sa manière de se protéger, de le faire. Puis là, c'est sûr, c'est un exemple, mais je crois qu'en leur posant la question, ils pourraient nous donner des idées qui seraient très créatives et structurantes aussi sur les manières de faire. OK, merci Emmanuel. Alors Mélanie, toi? Ben, je vais y aller avec le groupe, mais moi non plus, pas du tout étonnée, évidemment. Je suis pas du tout étonnée, mais par contre inquiète. Et ben, quand quelque chose m'inquiète, je me dis qu'il faut qu'on se donne les moyens pour être capable de changer ça. Donc, moi, dans mes classes, je fais vraiment beaucoup de place à l'éducation aux médias parce que je crois que on peut pas penser que, un peu comme le disait Nelly, que les jeunes vont cesser de se tourner vers des médias d'information qui sont différents de ceux que nous, on a l'habitude d'utiliser. Donc, au moins, si on peut leur apprendre à les utiliser avec discernement, s'ils sont capables de faire la différence entre un média de qualité, entre un commentateur et quelqu'un qui fait un éditorial et quelqu'un qui est un journaliste qui va apporter des faits. Donc, c'est leur donner des outils, leur donner la clé pour qu'ils soient capables ensuite d'être autonomes, peu importe le média qu'ils vont consulter. Et ça, vraiment, c'est super important pour moi dans ma pratique. Justement, je fais un parallèle, là, que certains vont peut-être trouver un peu douteux, mais je fais un parallèle, par exemple, avec les habitudes de lecture. J'ai lu beaucoup d'articles sur qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire pour inciter les jeunes à lire et tout ça. Et je lis souvent, dans ce que je lis sur les habiletés en lecture, que ça commence dans la famille, ça commence à la maison, c'est les parents qui donnent l'exemple. Alors, après ce petit préambule, j'aurais envie de vous demander, à vous quatre, est-ce que l'école, c'est un bon endroit pour faire l'apprentissage des médias numériques, pour apprendre à maîtriser ces outils-là, pour apprendre à mieux les utiliser? Parce qu'on s'entend, enfin, de mon poste d'observation, je vois que les jeunes, d'abord, les utilisent beaucoup, donc on pourrait penser qu'ils les utilisent bien parce qu'ils les utilisent beaucoup. Mais donc, est-ce que vous croyez, vous quatre, que l'école est un bon endroit pour apprendre à maîtriser les médias numériques et à apprendre à naviguer dans cet univers-là pour, en tout cas, moi, je le souhaite, puis peut-être que vous aussi dans la salle, qu'ils puissent trouver à quelque part dans ces médias-là la bonne information, l'information crédible et vérifiée. Est-ce que l'école est un bon endroit pour ça? Je pense que c'est la base même de l'école de faire ça, du primaire jusqu'à l'université, et de s'assurer que les différentes sources évoluent, se précisent, s'enrichissent, se nuancent. Est-ce que c'est le seul rôle de l'école? J'en ai un peu marre, parce que j'ai aussi enseigné au primaire pendant longtemps, j'ai un peu marre que
tout repose sur l'école, que ce soit la sexualité, que ce soit le brossage de dents, que ce soit... Ça suffit à un moment donné, là. Je pense qu'il faut aussi, parce que depuis tantôt, on parle d'information partout, mais c'est pas du tout le même type d'information. Il faudrait aussi que la société, et je parle ici de la législation, s'assure d'avoir les règles, de faire en sorte qu'on puisse avoir des règles équivalentes, par exemple, à un journaliste, à des influenceurs. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un ordre des influenceurs du Québec, du Canada, de la planète, pour être sûr que... Je sais qu'il y a eu un taux très élevé de burn-out en France chez les influenceurs parce qu'ils n'en pouvaient juste plus, parce que tout le monde pense que c'est quelques photos puis c'est réglé, mais non, c'est des jobs de 14, 15, 16 heures par jour avec des équipes, un stress fou, des charges mentales hallucinantes, la pression et tout. Des commanditaires, entre autres. Voilà, et aussi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut aider les jeunes dès le départ, parce que, tu l'as dit tantôt, ils sont intéressés, ils sont intéressants aussi, mais il faut leur apprendre à distinguer les choses. Et il faut aussi leur montrer que c'est pas la même affaire quand c'est un journaliste qui écrit quelque chose que quand c'est un éditorialiste, que quand c'est un influenceur, que quand c'est quelqu'un aux nouvelles, etc. Donc, d'arriver à faire cette distinction-là, mais aussi sur le plan social. Mais la question était moins ça, là. Je voulais juste ajouter l'aspect social. Oui. La question quant à savoir, est-ce qu'on doit mettre ça dans l'école? Est-ce que, oui, on doit y arriver? Mais comment s'assurer qu'il y ait cette continuité entre les ordres professionnels? Parce qu'on parlait tantôt du gap générationnel. Je pense qu'on n'arrive pas à faire le travail du passage du primaire au secondaire, du secondaire au collégial, du collégial à l'université. Il y a comme à chaque fois des répétitions. En secondaire 1, on répète ce qu'on a fait en 4e, 5e, 6e. En secondaire 2, ben là, on apprend un peu de nouveau. En secondaire 4, on prépare un peu au cégep. En cégep 1, on révise. En université 1, on révise le cégep. OK, mais on peut-tu avoir une continuité? Puis là, ben, j'ai envie de dire que certains, dont Normand Baillargeon, prônent un rapport parent 2.0. Ouais. Ben, on devrait aussi avoir un rapport parent, là, j'ai pas de bon terme, là, mais un rapport X sur... Une commission sur, justement, la qualité de l'information, sur s'assurer qu'on puisse redorer le blason du journalisme dans son ensemble pour qu'on puisse avoir un suivi aussi. Mais là, il faudrait revoir puis j'ai beaucoup trop parlé, mais il faudrait revoir cette fonction-là d'avoir des informations. Je me tournerais vers l'enseignante, à qui on ne demande jamais rien, d'ailleurs, les parents, les élèves, la direction d'école. Est-ce que, je te disais, Mélanie, alors dans ta définition de tâche, là, il faut que tu rajoutes ça. On faisait des blagues sur le brossage de dents, mais bon, je sais que vous en avez déjà plein les bras, plein la tête. Mais est-ce que tu crois que l'école, c'est un bon moyen pour... Non, oui, absolument. Je pense que c'est un bon moyen. Puis je crois que quand même, la plupart des enseignants, on se partage un peu ce travail-là. Donc, c'est pas la responsabilité d'un seul et on n'est pas en train de se passer la patate chaude. Moi, je veux pas m'occuper de ça. C'est toi qui le fais. De sexualité, oui, par exemple. Donc, tout de suite venu à la tête, je sais pas pourquoi. Je crois que tout le monde en fait un peu. Puis, ben peut-être quand on se rend compte vraiment de l'importance que ça a. Moi, j'ai envie de vous raconter une anecdote. Ah, vas-y. Il y a quelques années, j'avais un stagiaire en enseignement et c'était sa 2e année du baccalauréat en enseignement. Donc, ça voulait dire son premier stage d'enseignement, le premier étant de l'observation. Donc, on est en classe et puis c'est lui qui est à l'avant et qui dirige une activité de géographie première secondaire. Et là, il est en train de parler c'est dans le programme, de parler du territoire urbain à risque naturel. Puis là, il parle des tremblements de terre et des trucs comme ça. Puis là, il parle du volcanisme et il dit, et moi, je suis en arrière, là, je suis en observation de ce qu'il fait, et là, il dit, le Mont-Royal, c'est un volcan. Là, moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? J'étais un peu inquiète. Et là, il continue parce qu'il y a un diaporama. Donc, il montre des images du Mont-Royal, dont une avec de la fumée qui sort. Mais le Mont-Royal, évidemment, n'est pas du tout un volcan. Hein? Donc, là, j'étais extrêmement mal à l'aise. Bon, bref, je fais un raccourci. Puis, un peu plus tard, je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Où t'as pris cette information-là? Il me dit, j'ai trouvé ça sur Internet. C'est vraiment, il dit, c'est pas le meilleur média, mais c'est quand même correct. J'aimerais beaucoup que tu me le montres. Donc là, il sort son ordinateur, il rouvre ça, et là, il s'en va sur... Là, il tape, et là, il arrive, et il me dit, j'ai trouvé ça ici. Il dit, c'est le Journal de Montréal, c'est pas super, là, mais il dit, c'est quand même correct comme média. Et là, je lui montre, mais non, c'est pas le Journal de Montréal, c'est le Journal de Montréal. Oh là là.
Donc, ça s'est rendu jusqu'à un étudiant universitaire qui a amené cette connaissance-là en classe. Et là, moi, je me suis dit, c'est vraiment urgent d'agir. Il faut faire quelque chose, là. On peut pas laisser ça se perpétuer comme ça. D'où, à partir de là, c'est devenu super déterminant pour moi de prendre du temps. Donc, je trouve nécessaire. Je tasse un peu le programme. Je fais ça en début d'année scolaire. Je me dis, on va commencer avec ça. Donc, je vais m'étirer un peu, mais je fais une espèce de cours choc, premier cours de l'année. Je me présente, puis après, je leur dis, c'est l'été qui vient de se terminer, on va faire une révision de l'actualité. Donc là, j'ai mis quelques vraies nouvelles, mais à chaque année, je leur dis pas et j'en glisse une absolument fausse à la fin. Que je montre comme très souvent le font les gens qui racontent un peu n'importe quoi sur différents médias. Et je vais trouver, par exemple, des photos qui sont pas des véritables photos. Par exemple, là, cet été, là, il y avait les feux de forêt qu'il y a eu dans l'archipel d'Hawaï. Donc, j'ai monté toute une fausse nouvelle autour de ça. Puis, je mets les sources sous les images que j'utilise dans mon diaporama. Au début, c'est des sources de médias fiables. Et plus on avance, plus mon histoire est grosse, là. J'attends que quelqu'un me dise « Ben voyons donc, madame, ça n'a pas d'allure ce que vous dites là. » Malheureusement, ça arrive souvent qu'il n'y a personne qui me le dit. Même quand j'arrive en disant à la fin que c'est les chemtrails dans le ciel, puis que c'est une arme à énergie dirigée qui a enflammé les chemtrails sur l'île de... C'est rare qu'ils finissent... Laurier pas dans votre classe. Oui, en effet. Mais t'es peut-être sur TikTok. Mais souvent, là, à la fin, quand évidemment, je leur révèle que c'était faux et je leur montre toutes les traces que j'avais glissées dans ma présentation qui auraient permis de se rendre compte que c'était pas des médias de qualité, c'était des images qui avaient été travaillées ou que j'avais pas mis la source. Et là, après, je leur dis, ben on va travailler là-dessus pour que vous tombiez pas dans le panneau quand vous allez vous-même circuler sur les médias. Fait que je commence mon année scolaire comme ça. C'est quand même assez fort. Tout ça grâce à un volcan. Grâce à un volcan. Le Mont-Royal en étant un, supposément. Emmanuelle, par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que de ton expérience d'enseignante et de ce que tu fais en ce moment à l'Institut du Nouveau-Monde, est-ce que l'école est ce bon lieu-là pour l'apprentissage comme décrit Mélanie, l'apprentissage des médias numériques? Ben, je pense que c'est un bon lieu, parmi d'autres aussi. Donc, ça peut être aussi la famille, la société en général. On peut même parler d'écosystème, que ça pourrait être un filet où tout le monde se sent responsable de le faire aussi. Puis, au primaire, moi, ce que je fais beaucoup, alors là, c'est super parce qu'avec le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise, c'est au programme. Donc là, il y a une cohérence aussi dans le programme, donc du primaire jusqu'au cégep, en tout cas, fin du secondaire. On peut espérer. On peut espérer, oui. On va avoir des outils pour pouvoir faire de l'éducation aux médias de qualité. Les enseignants, enseignantes vont être outillés pour ça. Mais moi, je le fais beaucoup dans la modélisation avec mes jeunes. C'est-à-dire que c'est un peu le même principe qu'avec la lecture. Un enfant qui va voir ses parents lire, d'autres personnes lire autour, ça va lui donner le goût de lire aussi, de le faire également, de dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est intéressant là. Et c'est la même chose avec l'information. Quand je ne connais pas quelque chose, je leur dis « Ah, je ne suis pas sûre ». Puis je vérifie avec eux. Puis je leur dis où je vais chercher l'information. Et si je ne suis pas sûre, je vais aller chercher ailleurs également. Et tout ça, je le modélise avec eux. Donc, c'est une des manières que je fais pour leur montrer cet aspect critique-là vis-à-vis de l'information. Après, dans les écoles secondaires, je pense qu'il y a beaucoup de profs qui pensent que c'est important parce que on fait des ateliers qui s'appellent théorie du complot et des informations, qui sont sur la désinformation, et on reçoit beaucoup de demandes d'enseignants, d'enseignantes qui voient la problématique et qui souhaitent l'adresser dans leur classe. Et je pense que c'est un lieu commun, l'école, donc c'est ça qui est intéressant. Tout le monde y passe, donc c'est pour ça que c'est un bon lieu d'apprentissage aussi. Oui, puis je me rappelle que dans certaines classes, entre autres l'année dernière, il y a des profs qui sont venus me voir après mes formations 30 secondes avant d'y croire du CQMI pour me dire, tu sais, tel élève qui a fait telle intervention, tel commentaire, son père est complotiste, sa mère est complotiste, c'est pour ça que j'ai pas eu de réaction hostile, mais quand même. On évoquait le cours de culture et citoyenneté québécoise, Nelly, je pense qu'il y avait un intérêt de ta part, mais peut-être de façon plus générale, d'abord, avant que tu nous parles de ton implication pour le développement du cours, toi, tu vas dans les écoles aussi, je crois, et donc,
est-ce que tu considères que c'est un bon lieu d'apprentissage? Ben en fait, je pense que je suis d'accord avec Emmanuel, c'est un des lieux, mais il est essentiel parce qu'en ce moment, les adultes auraient aussi besoin de cette formation-là. Fait que les parents sont pas capables de la donner, cet accompagnement-là. Moi, je suis en train de même me dire, les choses bougent tellement vite sur comment s'informer, sur même, je veux dire, on aurait besoin d'un cours de démocratie, je pense, là. Et il faudrait presque qu'on ait un accès à de l'éducation en continu, je trouve, en tant que société. Ben bon, peut-être que je rêve un peu, là, mais parce que ce qui se passe, c'est que l'école pallie à ça en même temps. Parce que, ouais, on peut bien s'appuyer sur les parents, mais quand on a la moitié des parents qui, eux-mêmes, ont pas appris à s'informer en ligne, parce que savoir s'informer, c'est une chose, mais savoir s'informer en ligne, vous le savez, c'est une autre affaire. Moi, j'ai des membres de ma famille qui sont allés à l'université, etc., puis qui se sont fait prendre des choses délirantes, que ce soit le Journal de Montréal, parce qu'ils différencient pas la parodie, mais ça peut être aussi simplement parce qu'ils ont suivi un éminent scientifique, mais qui s'est mis à parler d'un sujet qu'il maîtrise pas, qui n'est pas son champ d'expertise, comme je sais pas si vous avez entendu le dernier podcast du pharmacien Dérive, où il parle de ce phénomène-là, où est-ce que, justement, il y a des scientifiques avec des prix Nobel, bardés de prix scientifiques, mais qui dérivent parce qu'ils se mettent à parler d'un sujet qu'ils maîtrisent pas. Puis, ben là, c'est le genre de petit élément qui est nouveau, d'avoir des gens qui vont sur YouTube pour parler de tout et de n'importe quoi, c'est quand même un nouveau dans le paysage médiatique et les adultes sont pas nécessairement outillés pour eux-mêmes bien s'informer. Alors, comment pouvons-nous assumer qu'ils vont être capables d'outiller les enfants pour le faire? Fait que l'école devient un lieu en même temps de protection citoyen parce que ça peut ruisseler sur le parent. Ben, ça peut, je pense que ça le fait, là, nécessairement. Je pense que ces petites techniques-là, ben, le parent, il est un peu obligé de se ressaisir puis de faire comme, oh oui, je le savais, que c'était pas vrai, les chemtrails, puis bon, ce genre de choses-là, tu sais. Puis j'ai essayé justement dans mon intervention dans les manuels scolaires pour Culture et citoyenneté québécoise de penser à ces affaires-là, puis d'utiliser la conversation, par exemple, à un moment donné, avec un parent qui pense, qui s'assied avec son enfant, que la Terre est plate, par exemple, puis l'enfant dit, mais non, je l'ai appris à l'école, puis qui fait la démarche de vérification des sources avec son parent, parce que c'est sûr que ça se passe. Donc, ma réponse, c'est oui, c'est super essentiel, l'école, principalement, mais pas comme unique lieu. Il faut investir cette éducation citoyenne-là, je pense, plus largement, là, comme société. C'est extraordinaire parce que tu fais vraiment le lien, le pont avec ma prochaine question, parce que justement, moi, je pense que un peu comme Éric le disait au tout début de cette discussion-là sur ma question par rapport à l'école, savoir que, bon, on lui demande déjà beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres lieux aussi? Et entre autres, la famille, justement, tu parles des limites aussi par rapport à ce que les parents peuvent faire ou pas, l'aide qu'ils peuvent. Moi, je veux dire, quand j'étais plus jeune, combien de fois ma mère, elle disait à mes enseignants, elle, la mathématique, ce qu'on appelait à l'époque les mathématiques modernes, elle ne comprenait pas ça et tout ça. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, les parents ont le même désarroi devant les outils que leurs enfants utilisent et qu'ils ne comprennent pas. Et donc, est-ce que la famille, est-ce que le milieu communautaire, est-ce que ces endroits-là aussi, ces lieux-là, ces milieux de vie des enfants, est-ce qu'au fond, ça aussi, ça devrait être des lieux qui favorisent justement un meilleur, je ne sais pas si le terme existe, j'imagine que oui, là, on parle de littératie numérique ou d'alphabétisation numérique parce que je pense qu'on a besoin de comprendre ce langage-là aussi. Éric, je pense que tu voulais intervenir là-dessus. C'est là-dessus que je pense qu'il faut aussi relancer à l'intérieur même de l'école, ce qu'on n'a pas mentionné jusqu'à maintenant, mais c'est par exemple la part des bibliothèques. Oui. Il y a certains ministres qui ont fait des horreurs là, en mentionnant certains livres qui ne tuaient pas personne, là. Mais je pense qu'il faut se rappeler à quel point le rapport à la bibliothèque, les bibliothécaires, à quel point ils exercent un travail central. Et c'est là qu'on va aller chercher les bases de données, c'est là qu'on va aller chercher les journaux, les articles. Et il y a tout un travail d'héritage, d'archivage qui doit se faire à l'intérieur de chaque école. Il faut aussi que chaque école puisse aller chercher dans les bibliothèques communautaires. Moi, j'habite dans le quartier Rosemont, donc je pense tout de suite à la bibliothèque Marc Favreau. Il faut puis on a créé des liens avec ma conjointe et moi et d'autres parents, évidemment. Là. Et encore là, c'est pas juste l'école, mais c'est la communauté, c'est les parents qui investissent, qui vont accompagner les enfants, faire choisir des livres, préparer des petits exposés oraux, des devoirs créatifs, des choses comme ça. Et à ce moment-là, ben
je pense entre autres à la BNQ, d'avoir des rôles aussi fondamentaux. Il y a plus ou moins une trentaine de milliers de personnes par jour qui rentrent et qui sortent dans cette institution-là. Donc, il faut qu'il y ait ce rapport-là pour qu'il y ait cet accompagnement. Et c'est une chose qui me manque. Il n'y a pas un endroit où tout est rassemblé. Ces différentes bibliothèques ne communiquent pas entre elles nécessairement. On dépense énormément de choses, énormément d'argent, énormément de copies à ne pas tout mettre en commun. Les 48 bibliothèques de la Ville de Montréal ont commencé à se rassembler depuis plusieurs années où vous pouvez, à votre bibliothèque de quartier, vous commandez le livre qui est à une autre bibliothèque puis vous le recevez en 2-3 jours. C'est extraordinaire, mais il faut qu'il y ait davantage de formation et pas juste 2-3 de temps en temps. Mais encore une fois, avec cet élément de durée, je parlais de la BNQ, mais on peut parler aussi de tous les autres organismes comme Radio-Can, le décrypteur, ce qu'ils arrivent à faire, c'est incroyable, mais il faut qu'ils puissent avoir une valorisation de ça. Ce que l'équipe de RAD fait pour pouvoir aller chercher les jeunes, c'est autant d'initiatives qui, moi, me parlent beaucoup. C'est des choses que je peux mentionner en classe. Je donne ça à mes étudiants, puis là, on dit « ça existe ». On n'en a jamais entendu parler. Oui, mais c'est là. Puis là, après ça, on a quelqu'un qui risque peut-être d'être élu au Canada qui veut abolir ça ou qui veut réduire encore plus le financement, alors que ça représente même pas l'achat d'un café par jour, alors qu'on pense que ces gens-là vivent sur l'art. Donc, il faut valoriser ça, mais véritablement et se donner les moyens de ça. Donc, il faut qu'on ait un choix, qu'on ait une discussion. Je voudrais aussi mentionner que ce qui me fascine beaucoup, c'est qu'à chaque élection, quand est-ce qu'on parle de l'importance d'avoir accès à l'information? Quand est-ce qu'on parle du rapport au numérique? Quand est-ce qu'on parle de légiférer les GAFAM? Qu'est-ce qu'on fait avec Meta qui, depuis bientôt 2 ans, ne nous permet pas d'accéder aux informations ou au peu d'informations qu'on avait grâce à Insta et Facebook? Donc, c'est des choses qui continuent de miner la civilité, qui continuent de miner l'espace public. Et on semble ne rien faire, on semble laisser faire. On est vraiment dans un Far West numérique et c'est ce qui permet de creuser ce trou noir, ce gap générationnel qui fait que nos jeunes, même si on essaie de le faire, moi j'ai un garçon de bientôt 14 ans, ça fait des années que je lis le journal avec lui le matin, on écoute les nouvelles pendant qu'on soupe, c'est-à-dire pendant qu'on prépare le souper. Après ça, les écrans sont fermés, puis on s'assoit autour de la table, puis il n'y a aucun écran, puis ça le dérange parce qu'il aimerait savoir son sel, il aimerait savoir ses amis. Mais on a presque des discussions. J'essaie de les faire écouter la radio. Presque des discussions. Bravo. C'est pour ça que je dis presque. Mais c'est extrêmement difficile. Puis d'écouter la radio, c'est jamais le bon poste, c'est jamais le bon balado. Mais ça aussi, ça se découvre. Là, je parle beaucoup, mais je voulais juste ajouter un dernier élément là-dessus. C'est que tantôt, je parlais de cette initiative où je fais lire des articles de journaux, je les résume, les étudiants les résument, ils font un lien avec le cours. Mais j'ai fait la même chose aussi avec des balados. Et ça a été ma surprise. Personne ne connaissait les balados. Puis là, je dis, voyons donc, ça se peut pas, vous écoutez. Mais c'est parce que, et c'est là ce que tu disais, Nelly, tantôt, c'est que pour eux, c'est pas des balados, c'est ce qu'ils écoutent tout le temps. Mais ils connaissent pas le mot. C'est la même chose quand on parle de newsletter, ils connaissent pas ça. Quand tu parles d'infolette, ils savent pas, mais ils en reçoivent quand même des centaines dans leur boîte de courriel ou de pourriel. Mais il faut qu'on réussisse à établir des ponts et on n'a pas ça parce qu'encore une fois, ça change énormément. Puis on n'a pas parlé d'IA encore, mais voilà. Ah, ouais. On en avait parlé d'ailleurs ici même l'an dernier. Dans ma question, on parlait de la famille, mais ça me touche parce que j'ai étudié d'ailleurs il y a quelques années au Cégep en technique de la documentation. Donc, ça fait très longtemps que je suis un passionné des bibliothèques publiques, que je les fréquente et que je les visite d'ailleurs. Quand je voyage à l'étranger, une chose que je fais, c'est que je visite des bibliothèques publiques. Je suis fou comme ça. Donc, la famille, ça peut être un lieu d'apprentissage des instruments numériques, mais les bibliothèques et les autres lieux, je pense pas au centre jeunesse, mais aux maisons de jeunes, par exemple, qui peuvent être aussi des lieux. Alors, je sais pas, Emmanuel, Nelly, Mélanie, au-delà de l'école, au-delà de la famille, est-ce qu'il y a d'autres lieux où on peut faire l'apprentissage et que ça pourrait être intéressant, justement, que ça se fasse? J'ajouterais seulement que
Évidemment, on n'est pas contre la vertu. Là. Les bibliothèques, c'est fantastique. On voudrait que les jeunes les fréquentent davantage, mais si vous voyez de quoi ont l'air les bibliothèques dans les écoles secondaires, j'ai œuvré dans quand même plusieurs d'entre elles. Ce sont des lieux extrêmement tristes et déprimants. Donc, personne n'a vraiment envie d'aller passer du temps, encore moins des jeunes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour rendre le lieu intéressant. Puis, ben, c'est fantastique ce que tu disais, Éric, que tu fais avec ton adolescent le matin, mais je pense qu'il faut quand même être conscient du fait qu'on est un peu dans une chambre d'écho ici. Là, tout le monde est d'accord avec tout ce qu'on dit, mais l'immense majorité des jeunes, pour œuvrer dans une école qui est vraiment très, très, très défavorisée, ils n'ont pas cette chance-là d'avoir quelqu'un à la maison qui va les inciter à découvrir les médias d'information, ni non plus les accompagner à la bibliothèque de quartier. D'où le fait, comme on le disait tout à l'heure, que l'école devient vraiment le lieu qui est le premier choix là, pour amener les jeunes à s'intéresser aux médias. OK. Parce que dans le fond, c'est ça. Ce que tu dis, Mélanie, c'est que c'est pas que la famille veut pas, c'est pas que les parents veulent pas, mais ils sont démunis. Ils sont démunis, c'est ça. Nelly? Ben, en fait, c'est en continuité avec ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est un enjeu de financement. Il faut qu'on finance cette littératie. Il y a la littératie numérique parce qu'elle fait partie du portrait, puis il y a la littératie d'information qui est souvent reliée à la littératie numérique. Puis exactement, que ce soit via les bibliothèques, que ce soit via nos réseaux publics, Radio-Canada, Télé, ça prend du financement pour ce genre d'initiative-là, pour percoler auprès des parents à la maison, des familles, mais aussi des jeunes, mais par d'autres chemins. Tu sais, comment ça se fait qu'il n'y a pas de subvention pour un influenceur qui agirait comme décrypteur? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas au Québec. Parce qu'on ne veut pas financer rien qui se retrouve sur les GAFAM. Parce qu'il y a aussi une espèce de... Je comprends que les GAFAM, c'est problématique, mais en fait, pour moi, c'est le système économique qui est problématique à la base. Hein? Oui, plus que les GAFAM, parce que c'est le Après ça, on peut parler des GAFAM. Exact. C'est parce que c'est un produit de tout ça. Mais dans les faits, ces entreprises-là, ben, il faut les réglementer si on veut justement s'assurer que par exemple, les algorithmes aient un devoir d'équilibre dans la façon d'informer les gens. Juste ça, l'étiquetage. Parce que je trouve qu'on fait des projets de loi qui ont pas de sens, puis qui ont fait retirer l'info en ligne, parce que là-dessus, on sera pas d'accord. Meta, je trouve qu'ils ont eu raison dans leur réaction, parce que la loi avait pas de sens. Mais justement, j'espère qu'on fera des lois qui auront du sens et qui seront pas des lois à la merci de lutte de soit des grands manias de la presse contre des grands manias du GAFAM, parce que le projet de loi, il vient quand même de Rupert Murdoch, puis je dirais pas que cette personne-là se soucie principalement des citoyens. Alors, il va falloir qu'on fasse des lois qui sont pour les citoyens principalement, donc qui fassent en sorte qu'on encadre les GAFAM, comme ça se fait un peu plus en Europe d'ailleurs, pour la qualité de l'information. Parce que, justement, si un jeune s'informe en ligne sur un réseau social, là où il y a encore de l'information, disons, il y a des algorithmes qui viennent biaiser le truc. Hein. Quand je lis Le Devoir, par exemple, d'une couverture à l'autre, il va y avoir un certain équilibre là-dedans. Ce qui va faire qu'il y a peut-être certains chroniqueurs que je vais moins aimer, par exemple, parce que je suis plus campée d'un côté. Tu sais, c'est normal, parce que Le Devoir, son devoir, c'est de nous montrer tous les aspects de la médaille d'une question. Et tous les médias ont cette déontologie-là éditoriale de vous montrer un équilibre sur les sujets, d'avoir toujours les deux côtés de la médaille. Mais les algorithmes de Facebook, puis de Twitter et compagnie, là, ils ont zéro ce mandat-là. Leur mandat, c'est que vous restiez longtemps sur ces plateformes-là. Fait que si vous êtes un grand amoureux des écureuils, vous allez juste avoir des choses qui vous disent que les écureuils sont fantastiques, puis jamais voir l'inverse, alors que dans Le Devoir, vous auriez vu les deux camps, puis vous pouvez choisir le vôtre de manière plus éclairée. Mais ça peut faire en sorte que si on réglemente, au-delà de financer de la qualité, parce que oui, on peut informer les gens là-dessus pour leur dire attention, tu te fais désinformer. Mais je veux dire, même quand on le sait, c'est pernicieux, cette affaire-là. Fait qu'en plus de les réglementer pour s'assurer que mécaniquement, ça se passe moins un peu, ces effets pernicieux-là. Là. C'est pour ça, moi, je pense qu'on pourrait penser, oui, pardon, je me répète, mais on pourrait envisager peut-être une taxe. Puis là, c'est la première idée qui me vient en t'écoutant, mais imaginer une taxe qui ferait en sorte que tout ce qui est relatif aux réseaux sociaux pourrait alors alimenter, nourrir nos bibliothèques. Et là, ça serait une taxe vraiment spécifique pour ça. Parce que si on consomme
d'après moi, et selon moi plutôt, c'est davantage du ressenti que de l'information là, pour les réseaux. Mais on pourrait aller peut-être chercher quelque chose de cette façon-là, puis ça ferait partie d'une réglementation plus pertinente que celle qu'on essaie de faire, mais qu'on n'arrive pas à appliquer. Le téléphone, de montre, je veux dire, tout ce qui Absolument, permet bien de sûr. consommer du contenu, même. Voilà. Il y a de l'argent. Absolument. Puis là, on pourrait taxer ceux qui en ont de l'argent parce qu'eux, ils en font avec nous. Là. Alors, essayons d'aller chercher là où il y en a. Puis là, je pense qu'on pourrait relire, par exemple, Dalia Namian avec la Société de provocation qui a encore gagné des prix la semaine dernière. Là, c'est quand même un essai remarquable pour mieux envisager ces milliardaires qui s'en font à leur guise. Donc, on se doit de faire ça comme société également. Alors, c'est pour ça que peut-être que les Legault de ce monde, les Trudeau de ce monde doivent envisager ce genre de choses. Mais encore là, c'est pas à l'avantage de ces compagnies qui se sont assurées d'avoir des monopoles, qui se sont assurées de faire en sorte que l'information de qualité dans les régions diminue de plus en plus. Il y a combien de journalistes qui ont perdu leur job depuis 5 ans? C'est un tsunami, c'est absolument révoltant. Pourtant, on n'est pas dans la rue en train d'exiger davantage. Alors, essayons de faire ça. Mais encore faut-il qu'on puisse trouver cette information-là. Encore faut-il qu'on puisse savoir que ces choses-là existaient ou existent encore de peine et misère. Emmanuel, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur la question de la famille, la bibliothèque, les taxes? On est une chambre d'écho, ça tombe bien parce que le mot taxe en dehors de notre chambre d'écho, tu serais déjà crucifié, Éric, probablement. Emmanuel, une fois de plus. Une fois de plus. Emmanuel, quelque chose à rajouter sur cette question-là? Juste de dire que c'est sûr que la disponibilité d'une information fiable et de qualité, d'une presse indépendante, c'est un indice démocratique très, très important aussi. Donc, c'est important de le préserver. Et oui, on parle d'organismes, d'écoles, de parents, mais c'est à nous, tout le monde, de le faire aussi et de se sentir activement responsable de le faire. Puis je ne parle pas nécessairement de s'instruire sur les réseaux sociaux, juste de se dire, d'être critique. OK, quelqu'un m'a dit ça. En fait, je ne sais pas si c'est vrai. De même prendre ce recul-là, moi, c'est quelque chose que j'ai dû faire, qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, je ne peux plus croire les gens autour de moi. Il faut que je leur demande, ça vient d'où cette information? Puis d'être critique. Puis là, c'est d'un point de vue relationnel, personnel aussi. Mais quand on parle de changements qui sont plus structurants aussi, si on veut des taxes, si on veut des réglementations, il faut le faire savoir aux élus que c'est important pour nous que ça arrive également parce que ce sont nos élus, ce sont nos représentants, nos représentantes. Des fois, on a l'impression qu'ils ne nous entendent pas, mais peut-être qu'on ne fait pas porter le message non plus assez. Oui. Tout à fait d'accord, Emmanuel. Avant que je passe aux questions, à vos questions, chers membres de l'auditoire, j'en ai une autre aussi parce que j'aimerais quand même qu'on aborde la question des jeunes d'une manière aussi plus positive parce que, bon, je vous ai avoué que j'ai un certain pessimisme à fréquenter certaines classes et à être devant une espèce de non-réaction par rapport à l'intérêt que moi, je peux avoir pour l'information. Mais oui, c'est vrai qu'adolescent... adolescent, je lisais le journal, mais je lisais uniquement la section art et spectacle. Les éditoriaux et les reportages de l'actualité nationale ne m'intéressaient pas. Il y a quand même une frange de jeunes allumés, mobilisés, informés. Est-ce que vous les voyez, ces jeunes-là? Est-ce que vous les fréquentez? Et est-ce que, à votre avis, s'ils existent, et je crois que oui, est-ce que eux s'informent? Est-ce que eux, à votre avis, ils ont le réflexe d'aller chercher une information fiable et vérifiée? Ou si, dans le cas, peut-être aussi, c'est peut-être un peu le cas propre de la jeunesse, à savoir être pris dans des mouvements, davantage dans des mouvements que dans une indignation nourrie par l'actualité. Alors, je ne sais pas si, peut-être Mélanie, tiens, je commençais par toi. Est-ce que dans ta classe, dans tes classes, au fil des années, tu vois des jeunes qui sont quand même portés par un certain idéal et que cet idéal-là est nourri par l'information? Absolument. Je pense que ce serait triste de penser qu'absolument aucun élève est allumé comme ça. Il n'y a pas de problème. J'ai deux clientèles. J'enseigne à la clientèle régulière puis aussi à celle du programme international. Évidemment, je vois la différence entre les deux, probablement, entre autres, parce qu'ils ont plus de parents à la maison qui assurent un suivi. Mais dans ces groupes-là, je vois beaucoup d'élèves très allumés.
Je pense qu'il y a aussi un intérêt dans les classes régulières, mais il faut vraiment aller le chercher et le motiver. Donc, ce que tu dis de te présenter devant une classe et de parler d'un sujet, puis ça a l'air de susciter aucun intérêt, j'ai déjà vu ça, je comprends, mais il faut réussir à aller les accrocher parfois en utilisant plutôt, au lieu de leur imposer nos médias traditionnels, de passer par des choses qui les intéressent déjà. Oui. Mais quand même, avant de venir ici, je me suis, étant donné que je savais là, il y a quelques semaines que j'allais participer au panel, j'ai demandé à mes élèves, après une année scolaire qui se termine bientôt, est-ce que vous pensez que le travail que j'ai fait avec vous d'éducation aux médias, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de consommer de l'information? Puis la plupart me disaient que oui quand même. Donc moi, j'ai de l'espoir, là, mais oui, ils me disaient qu'ils je vais faire l'avocat du diable ici. Est-ce que, une fois qu'ils ont dit oui, est-ce que ils ont donné des exemples de ça? Oui, quand même. Okay. Principalement, ils me disaient que maintenant, ils s'intéressent vraiment plus à savoir qui est la personne qui rédige l'article, qui rédige le blog, qui parle dans leur... peu importe le média qu'ils consultent. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup cultivé avec eux. Qui est cette personne? Est-ce que c'est un expert de la situation? Un peu comme tu disais tantôt, parfois, une personne est un expert dans un autre sujet, mais quand elle prend la parole sur quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, ça peut être n'importe quoi. Donc ça, je pense, les élèves me l'ont nommé, là, que vraiment, maintenant, ils s'intéressent à savoir, mais qui est cette personne qui me donne de l'information? Est-ce que c'est valable? Mélanie, peut-être tu pourrais nous raconter l'anecdote par rapport au fait, tu as saisi une conversation de corridor, je ne sais pas si tu te rappelles, tu m'avais raconté ça, tu as saisi une conversation de corridor entre des étudiants et un avait dit quelque chose comme « Oui, mais c'est-tu vérifié, ça, l'information? » Oui, c'est vrai, je me rappelle. Là, oui, je me promenais dans le corridor, dans la pause entre deux cours, des élèves discutaient entre eux, puis j'en ai entendu un dire à l'autre « ce que tu dis, là, c'est quoi ta source? Moi, je veux savoir c'est quoi ta source. » Fait que je me suis dit, bon, coudonc, il y a quelque chose quelque part qui est passé, là. Quand même. Pour les autres, est-ce que vous avez rencontré la version québécoise de Greta Thunberg? Assurément. Oui, sincèrement? Absolument, oui. On a toujours une proportion d'étudiants et d'étudiantes absolument remarquable. Je fais des lettres de référence depuis 15 ans pour les plus grandes facultés, là, Harvard ou McGill ou peu importe. Et je consulte leur CV puis je me dis, mon Dieu, j'ai jamais fait le quart du tiers de la moitié aujourd'hui, puis j'ai 50 ans. Comment ils ont fait ça à 18, 19? C'est vraiment impressionnant. Et des actions, des réalisations. Donc, il y en a. C'est juste que, et c'est peut-être parce que ça fait un quart de siècle que j'enseigne au collégial, mais je suis tanné de me consoler parce que j'ai le tiers de mes étudiants qui sont vraiment allumés. Moi, je vais allumer 100% de mes étudiants, je vais allumer 100% des citoyens, des citoyennes. Et c'est là que je trouve que le bas blesse. Ça rejoint le drame de l'école à 3 vitesses, c'est-à-dire qu'on laisse de plus en plus de gens sur le côté. Oui, et c'est pour ça qu'un élément qu'on n'a pas mentionné depuis le début de notre discussion, c'est les entreprises. On disait tantôt qu'il ne faut pas juste mettre ça sur le dos de l'école. On a parlé des bibliothèques, on a parlé des institutions, on pourrait parler d'INM, on pourrait parler de plein d'autres aussi qui font plein de choses. Mais comment se fait-il que c'est pas aussi une partie du travail dans les diverses entreprises qui commencent à être davantage soucieuses de la qualité de vie, de l'entraînement, des gyms, des espaces pour les vélos et tout ça. Ils commencent à avoir ce souci-là de plus en plus. Qualité de vie aussi là, avec des open space ou je ne sais trop. Mais il n'y a pas ce souci-là de donner la bonne information. On veut juste faire en sorte d'avoir le PR de l'entreprise. On veut, à la limite, pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais brainwasher les gens avec la manière dont on veut s'assurer de faire valoir telle idée plutôt qu'une autre ou tel produit plutôt qu'un autre. Et on le voit même, parce que je pense qu'il faut rappeler ça, je pense à Jean-Claude Saint-Onge et son livre sur les pharmacopies au Québec, mais quand on regarde le nombre de professeurs qui sont des chargés de cours à l'université, qui ont des contrats d'exclusivité avec des compagnies pharmaceutiques particulières, puis qui n'ont pas le droit de parler des autres produits, puis là, ça devient nos médecins qui ont eu seulement 5 ou 15% d'accès à tel type de produit, puis qui nous diagnostiquent tel ou tel élément. Tu te dis, mais où le sens critique aussi à l'université? Parce qu'il n'y a pas personne de l'université en ce moment sur le panel. Donc, pour moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut que les entreprises participent à ça. Il faut qu'on s'assure qu'il y ait un réel souci de s'inscrire dans la durée.
Où est-ce qu'on peut, et pas juste dans des livres qui vont être lourds, non, mais comment on s'assure d'en faire la valorisation? Et là, on parlait tantôt de financement, mais il faut qu'on puisse parler de gens qui sont instruits à la télé, il faut qu'ils puissent être présents sur TikTok ou sur les autres réseaux aussi. Il faut qu'on puisse mettre ça de l'avant. Où sont nos vedettes de l'information? Puis je parle pas juste de ceux qui ont dans les 6 chiffres pour faire les nouvelles, là, mais je parle de valoriser ça au même plan qu'on peut parler d'une... Je sais pas, on est très fiers d'une Chantal Maccabé là, qui est au niveau du Canadien, mais est-ce qu'on met de l'avant toutes ses qualités en termes d'information plutôt que simplement juste son expérience? Donc, il faut mettre de l'avant ça aussi au cœur de la société, je pense. Merci, Eric. Emmanuel, est-ce que j'aimerais ça revenir sur un institut, une organisation que je suis depuis quelques années avec beaucoup d'intérêt. Et chaque année, je lis, ça m'inspire beaucoup. J'ai encore lu la toute dernière édition, l'État du Québec 2024. Est-ce qu'à l'INM, on en croise des Greta Thunberg? Est-ce que c'est un lieu, dans le fond, où on peut cultiver l'espoir par rapport à la jeunesse? Mais si on parle spécifiquement de l'engagement, donc oui, on en croise énormément en fait dans nos événements, dans nos activités aussi qui sont vraiment liées à l'engagement, parce qu'en fait on organise en éducation à la citoyenneté des événements comme les écoles de citoyenneté où on va permettre la rencontre des personnes qui sont incroyablement engagées, inspirantes et de la jeunesse aussi, puis des personnes qui commencent ou qui sont intéressées par l'engagement. Donc on en croise beaucoup. Mais on croise aussi des personnes qui sont juste un peu intéressées. Puis ça, c'est fantastique aussi, parce que je le dis aux jeunes que je rencontre dans les classes, on n'a pas besoin d'être Greta Thunberg pour changer le monde. Ça donne un peu de pression aussi. C'est ça. Puis on ne sent pas qu'on peut agir non plus, alors qu'en fait, Greta Thunberg, elle a besoin de tout le monde pour changer le monde, finalement. Donc, et elle a commencé toute seule. C'est ça. Et chaque action compte est très intéressante aussi. Donc, non, les jeunes sont très engagés. Puis encore, quand je vais dans les classes, on fait des ateliers sur la participation citoyenne, puis on leur demande à la fin, bien là, s'il y avait des choses que vous souhaiteriez changer dans la société, ce serait quoi? Puis là, on peut se dire, OK, ils vont s'asseoir, ils vont rien faire. Mais non, ils sont hyper actifs, ils ont tous quelque chose à dire, puis que ce soit de leur environnement immédiat ou ils vont parler des murs de la classe, des déchets, ou alors de quelque chose qui a beaucoup plus attrait au skatepark dans la ville, ou alors des sujets qui sont vraiment plus grands, nationaux, et ils vont essayer de penser à des solutions par rapport à ça. Puis ça, je parle d'écoles secondaires de tout niveau, tout public aussi, autant dans le privé que dans le public. Et c'est fascinant quand ils sont mobilisés dans leur école et qu'ils se rendent compte du pouvoir qu'ils ont lorsqu'ils décident, par exemple, je sais pas moi, de réparer une classe, d'ajouter une salle de jeu, de réparer une toilette qui est brisée depuis longtemps et là, on fait pression auprès de la direction pour qu'on puisse enfin la réparer. Je pense que là, ils découvrent un peu ce que c'est que la mobilisation citoyenne Oui, tout à fait. Mais après, on a un rôle en tant qu'adulte, puis c'est un peu la même chose avec le numérique. Il faut qu'on s'intéresse et qu'on leur laisse la place aussi de le faire. Parce que souvent, en fait, ils vont même commencer et développer du cynisme parce qu'on leur a mis des règles et ils pouvaient pas aller plus loin, ou ça n'a pas été accepté, puis là, ils vont se dire, ben, finalement, je peux rien faire, je peux rien changer. Puis je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut les intégrer de plus en plus dans les réflexions, que ce soit par rapport aux médias ou dans l'action aussi, parce que surtout au secondaire, puis peut-être aussi au cégep, c'est un âge où, quand je leur demande, vous pensez que vous avez des pouvoirs? Ils me disent non, on n'en a pas. Mais on leur demande de s'intéresser à l'actualité, de s'intéresser à la politique, mais nous, on ne fait pas de pont vers eux non plus. Et je pense que c'est ça qui manque. On ne leur donne pas assez de ce pouvoir-là d'agir ou de réflexion pour partager leurs perspectives et leurs opinions. Nelly, toi, est-ce que tu as croisé des futurs Gabriel Nadeau-Dubois et des futures Catherine Dorion? Je prends l'exemple pas du tout au hasard. En fait, ce qui se passe... Oui, en fait. Mais ce qui se passe, je pense que... Éric l'a nommé un peu avec les entreprises, c'est qu'il y a un enjeu de contexte. Parce que je pense que les jeunes ont un pouvoir puis un intérêt de mobilisation, mais après ça, ils peuvent se faire happer par toutes sortes de choses. Puis on est dans un contexte médiatique avec le numérique où ils vont se faire happer par des entreprises privées qui prennent toute la place. Je peux vous parler des Sephora Kids, par exemple, vous en avez peut-être entendu parler. Ben là, ça, c'est un pouvoir de mobilisation où tu as des jeunes qui se mobilisent dans la consommation cosmétique. Tu vas avoir un jeune qui décide de devenir un créateur de contenu, par exemple. Ben, si t'es une fille, ben, tourne-toi vers les cosmétiques puis la mode parce que c'est eux autres qui payent. On n'a pas de subvention pour du contenu qualitatif. Puis c'est pas, moi, je suis peut-être un cynique là-dessus. Là, je pense pas que Sephora va
va payer des journalistes pour dire des choses pertinentes, qui va peut-être contrer la vente de leurs produits, parce que je pense que c'est ça que ça va faire dans les faits. Je pense que le rôle des médias d'information est majeur par rapport au privé, justement, surtout sur le numérique, parce que le privé, là, l'opportunité de payer pour bien informer, pour participer, et ils le font pas actuellement. Puis j'ai pas l'impression qu'il y a cette volonté-là, parce que je pense qu'elle serait un peu contrastante avec leur pression de profit, mettons. C'est pour ça qu'on peut aussi les obliger. Quand on oblige les entreprises à faire 1% pour pour la formation, pour l'art et tout ça, on pourrait aussi avoir un 1% pour la Côté réglementation, on se rejoint tout à fait, mais c'est juste que je pense pas que ça va émaner de on a le droit de rêver, on est dans notre chambre d'écho. Oui. Bon. Mais dans tous les cas, ça fait qu'il y a des jeunes qui se mobilisent. Ils n'ont pas l'impression non seulement d'avoir de pouvoir, parce qu'il y a des représentations sur les CA d'école ou quoi que ce soit. Moi, je me rappelle que je militais pour ça quand j'étais au secondaire. Bon, vous ne serez pas étonné que je travaille pour un syndicat aujourd'hui, mais dans tous les cas, ça n'existait pas, puis ça n'existe pas plus aujourd'hui. Peut-être dans des écoles alternatives, dans des cas vraiment spécifiques, où on donne la possibilité aux jeunes d'avoir un pouvoir de changement. Parce que c'est comme, tu vas faire semblant. Montre-nous que tu es mobilisé. Moi, ça ne m'a jamais mobilisé faire semblant de quelque chose. Fait que tu as vraiment l'impression qu'il faut qu'on leur donne, plus que l'impression qu'on leur donne du pouvoir, qu'ils aient l'impression que leur voix, leur vote, leur geste peut changer quelque chose. Qu'on leur donne du pouvoir, mais aussi que même qu'on leur donne la possibilité de créer des contenus, de participer dans l'espace médiatique de façon saine. Parce que là, en ce moment, là, tout jeune qui rêve d'être YouTuber, puis il y en a beaucoup, là, ben il va se tourner vers « moi aussi, je vais faire comme Antoine Bécoté puis vendre des hamburgers. » Fait c'est le fun, c'est ludique, c'est créatif. Ça peut même être artistique, mais je veux dire, c'est pas très, très citoyen, c'est pas très, très dans l'information, dans la démocratie, parce qu'il n'y a pas d'appel pour ça, il n'y a pas de financement pour ces affaires-là. Fait que on rate une belle opportunité d'en mobiliser une gang qui serait super bon pour faire des affaires comme ça, mais ils n'ont pas d'opportunité, il n'y a pas de possibilité de se développer dans ces créneaux-là. Ben, je dis ça pour les jeunes, mais c'est la même chose pour les adultes. Oui, tout à fait. C'est drôle parce que je t'écoutais, puis ça me rappelle, je ne sais pas si c'est parce que je suis traumatisé de mes années passées à Québec, mais puis là, je regarde Marie-Ève, puis je ne suis pas sûr que je devrais te donner cet exemple-là, mais à une époque, il y a eu une fermeture d'une radio privée et il y a plein de gens qui se sont mobilisés contre la fermeture de cette radio-là, et c'est une décision du CRTC, et ça a fait tout un scandale. Et il y a eu des manifestations monstres de gens qui, j'en suis convaincu, n'avaient jamais manifesté une seule fois dans leur vie, et c'était probablement la première et la dernière fois de leur vie qu'ils manifestaient. Mais donc, des fois, quand ça touche personnellement, ben tout à coup, tu as envie de sortir ta vieille pancarte ou de t'en fabriquer une, puis de t'en aller dans la rue. Mais on dirait que ça doit partir d'une espèce de motivation. Trump a bien compris ça. Oui, ça, Trump a parfaitement compris ça. Je suis en train de décrire la méthode Trump, finalement. Mais donc, je vais juste nous interrompre. Je m'inclus parce que les gens qui me connaissent savent que je suis très mystérieux, très réservé et que je ne parle jamais. Si à ce stade-ci, dans l'auditoire, il y a des gens qui ont des questions, moi j'en ai encore plein de questions, là, mais si vous en avez, la porte est grande ouverte. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à nos panélistes par rapport à ce qui s'est déjà dit. Si vous avez des choses que vous voulez préciser avec eux, gênez-vous pas. Vous avez juste à lever la main, agiter un drapeau rouge ou un drapeau blanc. Ça va me faire plaisir. Ah, déjà une question? Oui, non? Non? Oui, bonjour. Alors, peut-être se présenter avant. C'est bon. Alors, Doria va garder le micro, Éric, puis Emmanuel et Éric, vous partagez le micro. Donc, avant de poser vos questions, juste vous présenter rapidement pour le bénéfice de tous. Bonjour, Cynthia Racine. Je travaille pour Télé-Québec en classe, donc une plateforme destinée au milieu de l'éducation. Vous avez beaucoup parlé, en fait, et j'ai pris des notes, que je vais faire comme vous. On va imiter. Vous avez parlé des jeunes et des parents qui ont besoin d'être mieux outillés pour comprendre les médias numériques et pour comprendre les algorithmes, mais vous n'avez pas abordé, en fait, et vous avez bien mentionné que les enseignants sont bien positionnés pour aussi aider les jeunes avec ces apprentissages-là, mais vous n'avez pas parlé de vous comme enseignant, des besoins que vous pourriez avoir, en fait, pour justement aider ces jeunes-là, parce que pour vous aussi, ça va vite, et pour vous aussi, en fait, il y a clairement, j'imagine, un besoin de suivre le rythme. Alors,
Je demanderai à Mélanie et ensuite à Éric, étant donné que c'est les deux qui ont le plus la main à la part de répondre. Peut-être Mélanie d'abord. Bien, je pense qu'étant donné que... Sors ta liste d'épicerie. Étant donné que, justement, c'est pas formellement au programme de personnes et que c'est un peu tout le monde qui se sent interpellé, qui décide de faire de l'éducation aux médias, c'est probablement ceux qui sont les plus à l'aise de le faire, qui choisissent de le faire. Mais sans doute que s'il y avait une offre qui était faite, peut-être que ça interpellerait davantage d'enseignants qui se sentent probablement pas outillés pour le faire. C'est sûr que c'est pas tout le monde. Qu'est-ce qui pourrait exister maintenant comme moyen? C'est sûr, Télé-Québec en classe, c'est vraiment super. Là. Il y a beaucoup de contenu vers lequel les enseignants vont se tourner. J'ai juste là, comme ça, j'ai pas vraiment... personnellement, je me sens à l'aise de le faire, mais je sais que c'est vrai qu'il y a des collègues qui vont pas aller vers l'éducation aux médias parce qu'il y a rien qui existe dans ce sens-là pour les aider, c'est certain. Éric? Ouais, ben, évidemment, Télé-Québec fait un très beau travail déjà et de mieux en mieux depuis quelques années là, parce que c'est plus facilement retrouvable en ligne et tout. Je pense beaucoup à Savoir Média aussi qui fêtait son 5e anniversaire, là, qui réussit à mettre beaucoup de choses en ligne. Ce qui fait la différence pour les profs, pour le prof que je suis, c'est que quand je suis capable d'accéder à quelque chose de manière efficace, rapide, et que je sais que ça va être fouillé, je sais qu'il va y avoir une bibliographie, qu'il va y avoir des hyperliens, que je vais pouvoir trouver ces choses-là, mais pas juste rapidement et de manière qualitative, mais aussi 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard. Je sais que, je donne un exemple rapide, mais j'utilisais des vidéos, entre autres sur Savoir Média, qui remontaient à la première année, mais là, le 5 ans est passé. Fait que là, les vidéos sont plus là, mais là, j'ai monté 4 cours avec ça, mais là, je suis obligé de refaire mes cours sur cet aspect-là. C'est pas la fin du monde, ça va me prendre une quinzaine d'heures, mais on les a pas. Donc, c'est de pouvoir faire en sorte que ce qui est mis en ligne soit plus longtemps durable, plus accessible plus longtemps. Je pense que ça pourrait changer, ça pourrait faciliter. Ce qui est malheureux, c'est que les belles initiatives qui sont faites par, encore une fois, Télé-Québec, sont pas assez sues, sont pas assez valorisées. Puis là, j'imagine que c'est toujours une question de subvention, mais est-ce que vous êtes arrivé à être présent dans chaque bibliothèque, auprès de chaque équipe école, auprès de chaque collège? Est-ce qu'il y a une pancarte? Est-ce qu'il y a un catalogue qui permettrait que même une version en ligne qui ferait que ça serait plus facile? Parce que moi, je la trouve pas comme telle dans mon collège, mais je crois pas que le Télé-Québec a nécessairement le mandat pour le niveau collégial, mais ça pourrait être une piste à aller chercher. Quand même 48 collèges, là, je sais qu'il y en a 26 là, qui sont en mauvais état et qui manquent seulement 700 millions cette année pour les rénover, mais on a besoin d'avoir ces belles ressources et ça pourrait être mis de l'avant pour le Québec par ailleurs. Là. Merci, Éric. Je voulais pas nécessairement prêcher pour ma paroisse, merci. Puis oui, il y a un service pour les cégeps, mais je voulais en fait comprendre quels sont vos besoins de formation. Emmanuel et Nelly, je me suis permis de vous mettre un peu en retrait, mais si vous avez un commentaire par rapport à l'intervention de Cynthia. Moi, je peux dire qu'il y a des besoins en littératie numérique vraiment majeurs. Parce que au-delà d'enseigner la pensée critique, il y a une mécompréhension de comment les jeunes utilisent, mais je pense que vous le savez en fait, je pourrais en avoir déjà parlé avec vous, mais il y a une mécompréhension de ce que les jeunes font sur le numérique puis de ce qui se passe avec les écrans. Et cette mécompréhension-là est tellement importante que souvent l'enseignant ne sait même pas qu'il ne sait pas. Il sait pas qu'est-ce qu'il faudrait qu'il sache là-dessus en fait. Fait que je pense qu'il y a comme quelque chose à polir, mais aussi peut-être des ponts, quelque chose, un point de rencontre. Puis tu sais, j'ai pas la solution magique là, mais il y a vraiment un enjeu de compétences puis de compréhension à ce niveau-là. Puis souvent c'est par manque de temps là, c'est pas juste. Oui, tout à fait. C'est manque de temps, manque de ressources, puis aussi c'est tellement imperméable comme univers que il y a des choses qui sont méconnues des enseignants. Fait que c'est difficile d'enseigner. Dans une eau obscure là, de ce que les jeunes font. Emmanuel, tu avais quelque chose à rajouter peut-être sur
l'intervention de Cynthia? Oui, ben en fait, j'enseigne le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise cette année parce que j'enseigne une journée au primaire et il y a des outils qui commencent à être développés. Donc ça, c'est assez fantastique. Justement, 30 secondes pour y croire, le CQMI, ça nous aide beaucoup. Mais au moment de l'enseigner l'année dernière, il n'y avait pas tant d'outils qui existaient. Puis j'avoue que même si je m'y intéresse, j'avais, comme disait Nelly, en fait, un gros manque de connaissances. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais enseigner? C'est même pas comme comment, c'était quoi que je vais enseigner sur les données personnelles ou sur différents médias d'information. Donc, je pense que de la formation et des outils, comme tu disais, qu'on peut savoir où ils sont accessibles rapidement. Parce que quand on fait notre planification, on cherche sur Google qu'est-ce qui existe et donc d'avoir ça référencé quelque part. Ils l'ont fait pour le cours d'éducation à la sexualité et ça a été très, très utile d'avoir toutes ces références au même endroit pour pouvoir enseigner. Merci, Emmanuel. Éric, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, très rapidement, mais je pense, entre autres, la plupart des cégeps et des universités ont des listes de A à Z de bases de données. Puis, à ma connaissance, il y a pas quelque chose comme Télé-Québec pour tous, j'imagine qu'il y a sûrement un pont à faire assez facile, là, mais je pense, voyons, j'ai de la misère. Je reprends. Il y a Érudit, il y a Cairn, on connaît ces bases de données-là qui sont très efficaces, mais on pourrait avoir l'ONF, on pourrait avoir Télé-Québec, on pourrait avoir Savoir Média, et là, à ce moment-là, ça serait davantage accessible, puis je sais que la plupart des cégeps donnent des formations autant aux professeurs qu'auprès des étudiants pour qu'on puisse justement se familiariser avec les bases de données. Fait que là, si on avait quelque chose qui permettrait le pont, ben, tout de suite, il y aurait l'excuse ou le prétexte pour pouvoir le faire. Et là, ça peut aller chercher des subventions, de pouvoir dire on a besoin d'être présent dans l'espace numérique des différentes instances universitaires et collégiales. Je pense que ça pourrait être une piste. Et là, on pourrait axer sur la formation des enseignants. Voilà. Il y a une question en arrière. Merci, Dorian, de lui tendre le micro. Bonjour, je m'appelle Nguenière. Moi, je suis la fondatrice du Curieux. Le Curieux, justement, on est absolument là-dedans, puisqu'on est un journal numérique qui explique l'actualité aux jeunes. On est dans beaucoup d'écoles. On a 50 000 abonnés au Québec et hors Québec dans les écoles primaires et secondaires. Puis, on donne des ateliers d'éducation aux médias dans les écoles primaires principalement, puis aussi secondaires, juste pour vous contextualiser. Nous, un des défis qu'on a, je parle là plus pour le volet vulgarisation de l'actualité, c'est qu'en fait, on est confronté aussi aux frilosités, pas uniquement du monde scolaire, mais même des adultes. Je me souviens encore dans un salon, on montrait que nous, on avait expliqué ce que c'était que le budget du Québec, mais pour expliquer, évidemment, dans des termes au niveau d'enfantin, mais je veux dire c'est quoi un budget, pourquoi on décide un budget, qu'est-ce que le gouvernement a décidé de faire l'année prochaine, évidemment, dans les grandes lignes. Puis des gens qui venaient, des enseignants, en particulier, parce qu'on était dans un salon d'enseignants, mais je vous rassure, c'est toute la société qui est comme ça, là. Des gens qui venaient, mais pourquoi vous leur parlez de ça? C'est quoi l'intérêt? Puis je dis, mais moi, mes enfants, je leur explique depuis qu'ils sont tout petits, c'est quoi les impôts, pourquoi on paye des impôts, c'est quoi un budget. Donc on a, et je vous parle même pas des choses qui pourraient être violentes, pourquoi on parle de la guerre en Ukraine à des enfants, pourquoi. Donc je comprends qu'effectivement, on est vraiment dans une chambre d'écho ici, on est tous surinformés, hyper convaincus, donc c'est bien, mais comment on fait pour élargir la parole, pour convaincre encore plus d'enseignants, effectivement, de faire des cours d'actualité, d'utiliser l'actualité en classe tellement riche, et ça, des fois, je trouve ça difficile, donc si vous avez des idées d'initiatives ou de manière d'amener ça, je serais très ouverte. Merci. Oui, l'enseignant comme outil de mobilisation ou comme vecteur de mobilisation. Éric, tu étais sur le point de répondre. Là, je te laisse aller. J'allais dire qu'il y a un collègue juste à côté qui a une excellente initiative, donc il va devoir poser une question. Mais je voulais aussi relancer sur une chose tu n'auras pas le choix. Je voulais relancer sur un élément qui a été mentionné tantôt. Une chose, moi, qui m'a qui a énormément contribué à mon éveil de l'information, mon souci d'essayer de comprendre un peu mieux le monde. Et là, je parle de quand j'étais à la fin du secondaire. C'est justement une simulation municipale où on jouait à être maire, conseiller, tout ça. Okay. Et après ça, 2 ans plus tard, j'ai fait l'équivalent, mais à Québec. Wow, puis après le Parlement étudiant wow. Et le PGQ. Donc, et de faire ces activités-là, moi, ça a complètement flabbergasté, si vous me permettez l'expression, mais ça m'a vraiment ouvert plusieurs univers. Puis là, j'ai compris de l'intérieur comment ça marchait. Donc, je pense on gagnerait à mettre de l'avant ça parce qu'on était 4
dans mes différents cégeps et écoles secondaires à participer à ça. Fait que c'est merveilleux pour 4 étudiants. Puis quand on fait le PJQ à Québec, on est 125. C'est merveilleux pour les 125 qui sont là. Mais on est 170 000 là, au collégial. On est combien de centaines de milliers dans les universités? Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse mettre de l'avant ça. Puis là, on pourrait avoir davantage de... On pourrait faire un TikTok sur ou des stories sur comment ça se passe, ces choses-là, comment on arrive à créer des ponts avec le journalisme là-dedans et tout ça. On pourrait faire davantage parce que je sais que ça se fait aussi, mais le devoir, la presse, le Journal de Montréal, les autres, pourquoi ne pas accueillir des stagiaires, des gens qui viennent jouer à faire une table ronde ou je ne sais trop pour participer. Et là, ça ouvre des horizons. Ça l'incarne. Ça l'incarne. C'est le mot que je cherchais. D'autres interventions par rapport au commentaire de Anne? Par rapport à l'intervention de Madame, je pense qu'il y a parce que ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a une espèce de résistance, puis qu'on doit un peu naviguer dans une espèce de polarisation des opinions sur de quoi on doit parler, comment on doit en parler, etc. Ça, c'est un enjeu, c'est un problème avec le numérique. Il faut bien choisir ses espaces, puis il faut bien les encadrer parce que ça fait ça. Les enjeux de polarisation ne sont pas juste en numérique en passant. Là, il y en a comme beaucoup en ce moment. Fait que je pense que ça, c'est une réalité qui fait un peu partie de ce problème sociétal qu'on a actuellement par rapport à ça. Fait que je pense qu'il y a comme une espèce d'espace pour tout le monde peut critiquer, par exemple, le travail des enseignants en ce moment, puis tout le monde peut se mettre à la place de l'enseignant, dire qu'est-ce qu'on devrait... Il y a beaucoup de spécialistes en pédagogie en ce moment. En tout, je vous dirais, là, parce que je veux dire, sur les réseaux sociaux, il y a ce phénomène de tout le monde peut discuter de tout sujet, que tu sois expert ou pas. Puis là, il n'y a plus de... On n'accorde pas... diplômés de l'Université de la vie, Amélie. Exactement. Fait que ça crée un problème. Fait que peut-être que, je sais pas, il y a besoin de recrédibiliser davantage peut-être les enseignants, leurs choix, les organismes, ceux qui parlent de ce dont ils parlent, puis pourquoi ils ont une valeur ajoutée. Mais il y a aussi un problème dans la hiérarchisation des contenus sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un problème de structure là, dont je parle beaucoup dans d'autres conférences dans la vie, là, qui fait en sorte que ça nous rend pas plus éclairés, ça nourrit pas bien le débat, ça favorise pas le débat sain. Justement, là, tu sais, si c'était organisé par des philosophes, ces structures-là, peut-être que ce serait des environnements où ça se passerait mieux. Là, il y a beaucoup de leviers d'appartenance qui viennent intercepter les discussions. Tu sais, par exemple, les gens vont avoir des dialogues de sourds, parce que comment c'est fait, c'est qu'on voit toujours les commentaires de ceux qui sont dans notre gang, fait qu'on finit par parler à notre gang tout le temps, même si on a l'air d'avoir un dialogue. Tu sais, dans un espace de commentaires, c'est comme une multitude de dîners de cons, là. Moi, souvent, je dis, parce que chaque personne parle à sa gang, puis se sert de l'autre pour en parler. Oui. Regardez qu'est-ce que j'ai dit à lui. Contrairement au dîner de con, le con, il est pas là dans ces affaires-là. Mais là, on fait comme s'il était pas là, mais il est là, on se sert de lui. Tu sais, c'est comme si nous, on se répondait pas, puis on parlait pas ensemble dans le panel, puis que dans le fond, regardez ce que j'y réponds à lui, regardez ce que j'y réponds à elle, parce que je parle à ma gang en vase clos. Fait que c'est des faux vases communicants. Il y a comme... Fait que ça, c'est des problèmes de structure qui apparaissent dans à peu près toutes les plateformes numériques. Là. Souvent, justement, c'est bien de sortir de Meta, sortir de ces... Je sais que, justement, Curium, ils ont créé un espace Discord assez fou avec les adolescents qui est hallucinant. Là. Il y a comme plein de jeunes là-dessus. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir espionner cette chose-là. J'en reviens pas. Puis ça, c'est des espaces plus gérés sur Discord. On peut justement créer des règles. Bon, ça prend de la ressource, là, mais peut-être que justement d'aménager des espaces plus encadrés, avec plus de contraintes, ça peut permettre un vrai discours, puis une valorisation. Tu sais, on peut, dans les groupes Facebook, on peut même mettre qui sont les experts là, maintenant. Bon, ça marche pas parce que personne n'utilise cette fonctionnalité-là, mais tu sais, justement, de donner c'est un comme poker quelqu'un, c'est out of... ça existe. C'est ça, c'est des trucs que les gens... bon, c'est peut-être pas comme le pokage, mais ça reste que les gens l'utilisent pas. C'est ça. C'est comme ça, je disais. C'est le futur pokage, dans le fond. C'est ça, oui. C'est le futur pokage. Étant donné que le temps file, je veux quand même prendre d'autres interventions. Doria, tu me faisais la main. Il y a Alexandra et il y a Mehdi ici. Donc, notre ami philosophe. On va y aller d'abord avec notre ami philosophe. Doria, tu peux lui tendre le micro? Je ne sais pas son nom, je l'appelle le philosophe, mais bon. Ça va. Jean-François Dubé, donc cégep de Granby, j'enseigne la philosophie, mais je suis aussi quelqu'un de gentil. Il faut toujours le dire, hein, parce que les gens ont comme l'impression qu'on est
c'est fou. On a des sentiments, nous aussi. Donc, je voulais vous dire que c'est ça, en plus d'être enseignant, c'est ça, avec Marie-Ève Martel, avec ma collègue Mélissa Caron, on a développé le projet NOUS, qui est l'enseignement de la pensée critique par la création de contenu médiatique fiable. C'est long, je vais revenir là-dessus. J'aimerais poser ma question en premier, puis après ça, faire un court blabla pour vous présenter le NOUS. Ma question pour vous, puis je pense qu'elle peut s'adresser pas seulement aux gens qui sont dans le monde de l'éducation, mais aussi à tous ceux qui font de l'éducation au sens large. La question, c'est, pour vous, c'est quoi l'esprit critique? Donc, je suis vraiment dans une approche de philo, là. Je suis désolé, je commence par conceptualiser, mais c'est quoi l'esprit critique? Et comment l'enseigne-t-on afin de favoriser la mobilisation? Parce qu'on pourrait l'enseigner pour que ça ne favorise pas la mobilisation. C'était tout à fait possible. OK. Voilà. Donc, j'ai interviewé beaucoup de philosophes l'année dernière, alors je sais quand il faut les interrompre. Donc, oui. Qui va répondre en premier à cette question-là sur la définition d'esprit critique? Ben là, Éric, je pense que tu n'as pas le choix, là. Désolé. J'ai pas pensé à une définition précise de l'esprit critique, mais ce serait d'être capable de prendre du recul. On va y aller de manière très simple. Mm-hmm. Comment prendre du recul et ne pas juste se laisser mener par nos émotions. Ouais. Et là, je pense entre autres au très bel essai d'Anne-Cécile Robert sur la stratégie de l'émotion, où elle nous a montré, là, avec toute son expertise de 25 ans au monde diplomatique, à quel point c'est davantage une stratégie, puis on a des armes de distraction massive avec les réseaux sociaux pour justement être constamment dans ce ressenti, et c'est toujours des larmes, plus des larmes, plus des larmes, mais il n'y a aucun contenu, etc. Donc, en ce sens-là, l'esprit critique, c'est justement être capable de prendre cette distance, prendre du recul pour voir les choses avec le contexte, l'histoire, ce que je mentionnais tantôt, la durée. Et donc, discussion trop sommaire. Tu demandais ensuite comment l'enseigner, ou il me semble que de donner des exemples, de les multiplier, de contextualiser, de dire vraiment, moi, qu'est-ce que je fais? Puis là, je commence toujours avec ma blague de la prière du philosophe, qui est de lire le journal le matin. C'est Hegel qui disait ça. Donc, parce que tu as espoir qu'il y ait davantage de raison dans les actions des humains. Donc, dans la mesure où on essaie d'avoir cette routine, d'avoir cette régularité, de consommer de manière intéressante et pertinente ces informations-là de qualité, je pense qu'on peut y arriver. Puis on a ce devoir, comme père, comme citoyen, comme prof, comme personne, de ne pas sombrer dans la bêtise. On parlait de polarisation. Je veux juste mentionner Argument qui vient de sortir sur ce thème de la polarisation. Je l'ai reçu ce matin. Fait que j'ai pas vu encore c'était quoi le contenu, mais je sais qu'Argument fait du bon travail. Donc, je pense qu'il faut dénoncer davantage cette nouvelle stratégie qui est pas si nouvelle, mais qui prend cette forme de démagogie à travers le populisme là, on a donné ces trop mauvais avatars, mais je pense qu'on a cette responsabilité-là d'exercer et de le développer, cet esprit critique. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça nous fait sortir de notre confort, ça nous oblige à aller contre ce qu'on pensait ou contre les chambres d'écho qui sont les nôtres. Quand c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est nos amis, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est notre train-train quotidien. Mais il faut être capable d'aller, j'ai confiance, on est capable de le faire. Mais encore faut-il qu'on ait des exemples de ça. Est-ce qu'on peut avoir des gens qui incarnent ça dans nos séries? Est-ce qu'on peut valoriser des gens des intellectuels dans l'espace public plus? Je pense que ça fait partie de la solution. Et pas nécessairement juste les joueurs du Canadien, entre autres. Excuse-moi, étant donné qu'on approche de la fin, qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, je vais être un peu ce que j'appelle Denise Filiatresque et je vais te demander d'enchaîner pour que tu nous parles de ton projet et qu'après, je vais prendre, je sais que Mehdi va intervenir, il y a 2 autres personnes aussi, je pense, Pascal. Donc, tu as une obligation de rapidité et après, je prends les 3 dernières questions. Je me sens même mal d'avoir le temps de le faire, mais je vous le fais très rapidement. Le projet NOUS, en fait, qui vient du grec nous, qui veut dire intelligence collective. La question, c'est... Oui, Maria, je vais suivre tes mouvements. En gros, comment on peut enseigner la pensée critique par la création de contenu médiatique fiable? L'idée, c'est d'amener les étudiants à participer eux-mêmes. Donc, vous aviez dit tout à l'heure, leur donner du pouvoir. Les intéresser au sens étymologique, qui veut dire faire un lien avec leur propre essence, c'est ça, hein, l'étymologie de interessence. Et l'idée, c'est d'amener les étudiants à travailler sur trois aspects. Puis là, je termine.
L'analyse de rationalité, on les envoie dans les conseils municipaux voir des arguments puis les évaluer. On les envoie à la cour des petites créances, voir des gens argumenter puis juste regarder la valeur des arguments. On les envoie faire ce qu'on appelle des notices d'intérêt. Ils écrivent un sujet de reportage qu'ils aimeraient voir dans les médias. Puis ils vont conceptualiser, regarder la question sous tous les angles, etc. Puis le dernier point, on leur demande de faire des prédictions. Et là, c'est assez particulier, mais en gros, on leur dit, OK, ça peut être, est-ce que le Canadien de Montréal va gagner son prochain match? Et là, ils vont faire des oui, non, c'est de la problématisation. Et on va leur demander de donner des arguments et de dialoguer pour évaluer la valeur des arguments. Donc, même si c'est pas autour de questions proprement philosophiques, c'est du dialogue philosophique. L'antichambre des philosophes. Ouais, si tu veux, ouais. Wow. Ça, c'est voilà. Donc, c'est tout. C'était long, mais voilà. Merci. Denise Filiatro, te remercie pour cette concision. Alors, Doria, il y a Pascal, oui. Oui, Pascal Lapointe de l'agence Science Presse. Bonjour, Pascal. Salut. Parce que je suis l'actualité scientifique beaucoup, ça fait environ 6 mois que je vois passer des études, des compilations d'études à l'international qui parlent d'un écart qui est en train, semble-t-il, de se grossir entre les gars et les filles. 18-30 ans et même 18-25 ans. Je vois des gens qui hochent la tête. Pour les autres, c'est grosso modo, on se rend compte que du côté des gars, on a un nombre de plus en plus grand qui sont beaucoup plus campés à droite politiquement, beaucoup d'amateurs de Donald Trump, y compris et de Andrew Tate, on en parlait avec et de Andrew Tate, effectivement, pour ceux qui le connaissent pas, tant mieux. Et du côté des filles, un nombre beaucoup plus grand qui sont campés à gauche, plus tendance à s'impliquer dans les causes progressistes, environnementales. Ma question s'adresserait donc à Emmanuel et à Mélanie, qui vous êtes baignés là-dedans toutes les deux. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous observez déjà sur le terrain, mais est-ce que vous avez des pistes à suggérer pour rejoindre, c'est quelque chose d'assez inédit là, générationnellement, rejoindre deux groupes qui ne sont pas banals, qui ne sont pas des petits groupes, qui semblent être en train de se différencier de plus en plus et donc qu'il faut rejoindre par des techniques différentes parce qu'à l'évidence, ils ne s'alimentent pas aux mêmes sources d'informations tous les deux. Est-ce que vous avez des pistes? Je rajouterais, Pascal, à ça, juste pour ajouter de la pression supplémentaire à nos deux invités, est-ce qu'ils le voient, ce clivage-là que tu décris, Pascal, entre les gars et les filles et dans leur position politique? Mélanie? Andrew Tate, malheureusement, on en entend quand même beaucoup parler. Là. C'est quelque chose de très présent. J'ai une collègue de travail qui a décidé... Elle enseigne français en 5e secondaire. C'est l'année où ils doivent produire l'examen ministériel, qui est un texte argumentatif. Elle a décidé de les faire débattre sur Andrew Tate et ça a failli virer au carnage dans la classe. Là. Donc, si je le constate, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme approche pour réussir à aller chercher les garçons qui dérivent? Encore une fois, c'est une bonne question. Je pense que Nelly, oui, t'as quelque chose que tu voulais dire? Ben, je vais vous laisser parler. Ah, mais je veux sens que Nelly peut... Mais j'ai sûr que ça, je le sens quelque chose à dire là-dessus. Emmanuel, pleine de mensuétude, va te laisser... Vas-y donc, Nelly. Je te sens trépigner sur ton siège. Oui, parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup, ça, sais, spécifiquement. Puis vous savez, une des causes de ça, c'est à cause de qui finance les contenus sur les réseaux sociaux. Hein? C'est Sephora... Pour les filles puis pour les gars, c'est tous des trucs d'entraînement, de chest-bras, de char. La pub a un impact sur quel contenu sont créés. Il y a aussi une espèce de d'aura autour des entrepreneurs style Elon Musk, qui est souvent autant admiré que Andrew Tate et détesté. Alors ça a comme une espèce d'effet aspirant. Genre moi, je me suis déjà associée avec des jeunes qui me disaient d'ailleurs qu'Elon Musk est un journaliste. Oui, c'est ça. Fait que bref, alors il y a ce problème de genrification des contenus qui vient du marketing de contenu en fait. Fait que moi je pense que à la base, contrer ça, c'est changer cette dynamique-là en venant rajouter des subventions qui produisent des contenus sur ces plateformes-là. Tu sais, on peut-tu donner du cash à Télé-Québec pour créer des YouTubers, par exemple, qui sont intelligents et qui s'adressent aux hommes et aux femmes parce que ça crée cette espèce de polarisation. Puis en ce moment, il y a une capitalisation sur certaines questions avec les jeunes hommes, particulièrement. Moi, je suis en ce moment passionnément les pubs méta de Poilièvre qui visent spécifiquement les hommes, les jeunes hommes, avec des questions, avec des guns, avec des trucs qui sont qui sont tendance campée. Oui, très gars. Et ça fonctionne parce que peut-être qu'il y a comme une espèce d'enjeu identitaire à l'adolescence autour de ces questions-là et qu'il y a des entreprises qui capitalisent là-dessus. Alors, la solution, je pense qu'il peut y avoir des initiatives, mais ça va être très difficile parce que c'est de l'identitaire. C'est une période où l'adolescent, il est comme dans son refuge
juge de gang, là, l'enseignante puis le parent même, parce que j'ai eu des discussions avec une amie très, très féministe engagée, puis elle a 2 gars, puis ces 2 gars nous disaient, parce que je vais souper avec eux régulièrement, nous disaient, tu sais, maman, s'il y avait une manif genre Greta Thunberg d'un bord puis Andrew Tate de l'autre, ben tu sais, il y aurait personne là, dans ma classe avec Greta Thunberg. On serait tous avec Andrew Tate. Puis là, elle questionnait, puis je voyais qu'elle était comme, mais je suis pas d'accord, mais je suis un peu d'accord. Tu sais, puis pourtant, tu sais, c'est pas un enjeu d'éducation puis de milieu, etc. C'est que faire partie de la gang, d'être un vrai gars. Il y a comme, puis on joue sur ces leviers-là pour ces créateurs de contenu-là. Et il y a le fait aussi que les gangs de rue qui viennent glamourifier des comportements masculins, trafic de corps, la sexualité des jeunes hommes qui est violente à l'égard des femmes, manipulation de guns, d'armes, trafic de drogue qui est valorisé, glamourifié sur les réseaux sociaux parce que justement ça permet d'avoir un bassin de recrutement après ça, de faire ça. Tout ça est contré par rien actuellement dans la société parce qu'à mon avis, pour contrer du contenu d'influence comme ça, ben, il faut du contenu intelligent de même qualité. Et là, on n'en fait pas parce qu'on en fait juste pour la télé, puis ben, les jeunes ne regardent pas la télé. Ça, c'est sûr. Ça ne te dérange pas, Emmanuel? Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'est juste qu'il y a 2 autres questions, puis on est sur le point de terminer. Fait que je te couperai la parole. Hélène Moss, journaliste. Donc, tant qu'à ça, moi, j'anime Bonsoir. Alors, oui, il y a 2 dernières interventions. Il y a, j'allais dire son nom. Puis c'est comme, présente-toi, toi que je ne connais pas. Allô, moi, c'est Alexandra Guélil pour Éducalois, journaliste aussi de formation. On en a un peu parlé tantôt, mais j'aimerais qu'on aborde vraiment le côté organisationnel. Donc les organisations, les organismes communautaires, parce que j'ai toujours travaillé dans des organismes communautaires, j'ai l'impression qu'on fait tous les outils possibles et inimaginables. Ils sont accessibles, ils sont gratuits. On envoie des infolettes, on est sur les réseaux sociaux, on est présent. Le programme du CCQ, on l'a envoyé à droite, à gauche. Bref, il y a une présence numérique. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et c'est drôle, je me tournerai vers Emmanuel et les initiatives de l'Institut du Nouveau Monde. Je ne sais pas comment par rapport à ça, puis par rapport aux cours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la question est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus accessible pour les enseignants? Alors que c'est déjà gratuit et même. Oui, bien sûr. En fait, quand on est dans nos classes, on ne le voit pas passer. Il faut qu'on aille le chercher et il y a une multitude de contenus. C'est la même chose que quand on essaye de s'informer, on trouve tout aussi. Donc, les choses qui fonctionnent, c'est quand c'est regroupé sur une même plateforme qu'on connaît et on peut aller le chercher. Puis ça, je donne cet exemple au niveau de l'éducation à la sexualité parce que ça a vraiment bien marché. Le ministère avait une page web où il y avait plein de références qui étaient là, pas une seule, mais différentes références en termes d'éducation à la démocratie. Je sais qu'Élections Québec vont faire la même chose en recensant les initiatives de tous les organismes aussi. Donc, il y aurait un moteur de recherche pour chercher tout ce qui se fait dans ce domaine-là. Et ça, je pense que ça pourrait être très intéressant parce que sinon, c'est sûr qu'en termes de visibilité, quand on n'a pas le budget de Québécois, mettons, pour se faire voir, c'est très compliqué. Ça prend par du bouche à oreille, puis là... On crée du lien. Mais l'idée de la synthèse des ressources, de la facilité, d'avoir comme tout sur le même toit numérique, excusez-moi la métaphore, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être une solution. Oui, tout à fait. Puis il y a déjà des initiatives en ce sens, comme en éducation à la démocratie. Au niveau du programme du CCQ, il y a la COSI qui vont approcher différents organismes pour leur donner une visibilité et faire un recueil qui est fait par des organismes spécifiquement sur les sujets du programme qui vont être traités. Donc, il y a des choses qui se font, peut-être un regroupement d'organismes, peut-être contacter des chapeaux plus gros. C'est juste que le temps file. Ça vous dérange pas? Je prendrais, étant donné qu'on est déjà, en guillemets, en retard, je prendrais une dernière intervention, monsieur. Vous avez votre micro, Dorias. Merci beaucoup. Mehdi Ben Boubacar du Printemps numérique, directeur général. Merci beaucoup pour tout cela. Je vais essayer de faire très, très vite. André,
Ce dont on parlait depuis tantôt, en fait, c'est que par rapport à l'éducation, aux médias, mais il y a une composante numérique extrêmement importante dans ce qui est échangé. Et puis il faut se dire que le numérique on n'a pas une centaine d'années d'expérience avec. Donc c'est des choses extrêmement, en fait, c'est nouveau. Et c'est pas juste nouveau, c'est que dans la nouveauté, il y a de la nouveauté tout le temps. Puis que ça nous emmène donc dans des territoires qui sont totalement inconnus. Puis peut-être souvent quand on réfléchit là-dessus, au fait, on se dit il faut avoir l'humilité de se dire qu'on est en train encore de patauger, puis on n'a pas la solution. Ma question, en fait, c'est plus par rapport à la quantité de données. On est en train de vivre une époque où il y a une quantité d'informations et de données extrêmement importantes entre quelqu'un qui est décédé, je pense, vers la fin du 19e siècle. Toutes les données auxquelles il a été exposé, c'est la même quantité de données qu'un lecteur du New York Times de la fin de semaine il y a quelques années. Et puis depuis cette étude-là, on a accéléré encore beaucoup plus. Donc, puis où est-ce que je m'en vais? C'est par rapport à la guerre cognitive, en fait. C'est là où puis je me questionne énormément beaucoup là-dessus. Il y a des groupes, actuellement c'est documenté, hein, c'est documenté. Il y a des groupes, des États, mais également plusieurs types de groupes qui vont commander du contenu. On parle de milliers d'articles pour essayer d'enligner la réflexion, la pensée des gens sur un sujet ou un autre. Comment on fait avec ça? Parce que c'est des données, c'est une quantité. Peut-être que ça serait une question philosophique, ça, je ne sais pas. Par rapport, dans le fond, par rapport à l'abondance, et la responsabilité surtout la guerre cognitive, parce qu'il y a il y a de la malveillance, mais clairement. La guerre, c'est ça. C'est quand vous parlez de guerre cognitive, dans le fond, ce que vous dites, c'est quelque chose de délibéré dans la démarche. C'est très délibéré. OK. C'est comme une noyade. Il y a un exemple un peu avec Cambridge Analytica, mais c'est très minime par rapport à ce qui s'est passé par la suite. On n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais j'aimerais juste... Eric et Nelly, je pense que vous êtes les deux personnes... C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, là, mais quand on parle de guerre cognitive, pour moi, c'est aussi la guerre de l'attention depuis plusieurs années déjà, qu'il y ait des organismes terroristes ou non qui s'assurent de faire de la désinformation, de la mésinformation. On pourrait jouer dans les détails là-dessus. Il y a le constat de l'infobésité qui est terrible. Et c'est pour ça que j'insistais tantôt sur l'importance d'avoir une durée, de pouvoir rassembler les choses à un endroit, mais sans que ce soit nécessairement un seul toit numérique, mais qu'on puisse avoir ce souci de se faire une tête. Et là, pour arriver à faire ça, j'ai mentionné aussi tout à l'heure, il faut, je crois, commencer à envisager quelque chose comme peut-être une intelligence artificielle où on va aller être capable de la faire travailler, cette intelligence-là, pendant que nous, on va faire autre chose, mais qui va déjà nous ramasser, déjà nous faire un bon raclage de ce qui est à conserver. Et là, de ça, on va avoir ce qui est vraiment pertinent, puis on va pouvoir mettre le peu de temps qui nous reste, parce qu'on est tous débordés, on est tous dans cette accélération-là qu'Hermod Rosa dénonce depuis longtemps. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir se consacrer le peu de cognition qui nous reste, le peu d'énergie, de cerveau, comme je disais à Mélissa, d'attention, pour pouvoir travailler ça et arriver à mieux comprendre les choses. Et là, je pense que c'est le devoir des États d'arriver à financer des intelligences artificielles qui vont être plus performante, plus constructive, plus désireuse d'aller chercher cette information-là. Il me semble que c'est une réponse que j'ai pas vue encore beaucoup, que j'ai pas entendue, mais qui se doit d'être exploitée. Pas plus tard que la semaine dernière, ChatGPT 4 Omni est sorti, gratuit, et si vous aviez déjà ChatGPT 4, vous savez à quel point c'est une autre dimension que 3 et 3.5, mais 4 Omni, c'est une fois, je sais plus combien, tellement que c'est plus fort encore. Donc, et là, c'est gratuit. Donc, ça va encore plus changer la donne. Puis, Sam Altman nous annonce ChatGPT 5 incessamment. Donc, ça va aussi changer la donne. Mais il faut qu'on puisse avoir quelque chose de nous là-dedans. Et là, ça, à ma connaissance, on n'a absolument rien. On n'en a pas parlé lors des dernières élections. On n'a pas du tout le souci de... Et je pense que ça va être une manière
d'aller chercher de l'information de qualité parce qu'on va aller chercher des outils de la sorte. Je crois que c'est une solution. Nelly, peut-être je vais t'octroyer ou te balancer la responsabilité de conclure par rapport à la guerre cognitive, les jeunes et la mobilisation citoyenne. En fait, c'est qu'il y a plusieurs angles, mais il y a 2 angles principaux. Il y a la gestion des données, comment on valorise certaines données, par exemple, cultiver un certain patrimoine de nos données, ce qu'on ne fait pas du tout en numérique, là, par exemple, qui est des enjeux de politique publique, mais il y a aussi l'apprentissage personnel à s'autoréguler avec cette masse de données. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce que fait Philip Bowler là, avec le striatum. En tout cas, je vous pitche des affaires. Sébastien Bowler, oui, excusez. C'est un philosopho-biologiste, là, mettons, là, qui est campé entre les deux, qui s'intéresse justement au système de récompense puis aux effets du numérique par rapport à ça. Puis lui, sa thèse, c'est beaucoup qu'on doit travailler à long terme, puis c'est génial parce que c'est plastique, cette affaire-là, pour être capable de s'autoréguler. Fait qu'il y a ces 2 affaires-là. Il y a l'aspect aussi de comment qu'on gère, qui émet les données, elles appartiennent à qui, elles sont accessibles comment, les enjeux de souveraineté des données, avec tous les enjeux technologiques qui viennent avec ça, ce qu'on utilise, la blockchain, etc. Puis je veux pas vous noyer dans des termes techniques, mais c'est toutes des grandes questions politiques dont on doit se préoccuper en tant que citoyen et dont j'espère que nos élus vont un moment donné être capables de se préoccuper parce qu'actuellement, ça m'inquiète un peu. Personnellement, je me dis, coudonc, ça va peut-être prendre une autre génération au pouvoir, puis on peut peut-être les entraîner d'ici là à vouloir prendre le pouvoir. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que je conclurais. Oui. Justement, amenons les jeunes à prendre leur place dans la société. Tu sais, j'aimais bien ton idée justement de faire des simulations, mais pourquoi pas que ces simulations-là puissent avoir en bout de ligne un véritable impact dans la société parce que, comme je disais, moi, faire semblant, ça me stimulait pas quand j'étais jeune, puis je suis sûre que ça stimulerait davantage plein de jeunes à s'intéresser, à apprendre à s'autoréguler, à apprendre à bien s'informer pour se mobiliser, que de leur faire une place dans des vrais lieux de pouvoir de notre société. Eh bien, c'est sur ces sages paroles que va se conclure notre panel sur la question de l'éducation média et la mobilisation citoyenne des jeunes. Je veux remercier infiniment, passionnément et avec un amour infini mes chers panélistes, Nelly Brière, Mélanie Gauthier, Emmanuel Birotteau, Éric Riendeau-Fontaine. Je vous remercie à vous, cher public, de votre attention, de votre intérêt, de vos questions, de vos regards parfois interrogateurs. Ça a été un plaisir, cette soirée qui conclut enfin dans une des dernières activités des semaines de la presse et des médias organisées par la FPJQ. Encore une fois, et là je ne l'ai pas oublié, remerciement particulier à mes collègues du CQMI ainsi qu'aux collègues de l'agence Science Presse. Alors à tous et à toutes, bonne fin de soirée. Merci de votre présence et une super ronde d'applaudissements pour mes merveilleux panélistes. Merci beaucoup.